Kid. Il manie l'idée. La persuasion, le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bonne fin d'après-midi. Retour après une petite semaine de vacances. Bien heureux de vous retrouver. Je vais vous avouer, j'étais plutôt sympathique à ce projet de loi du gouvernement pour, je dirais, briser la dépendance là, aux agences de santé. Parce que c'est comme, autant je suis favorable à ce qu'on introduise le privé en santé, des agences de louage de main-d'œuvre ou qui prêtent de la main-d'œuvre, parce qu'essentiellement, les agences de santé, c'est pas vraiment du privé en santé, oui, indirectement, mais ils donnent pas de soins directement. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent plein d'infirmières, ils se bâtissent un bassin d'infirmières, puis après ça, ils répondent aux besoins des hôpitaux mal pris. Puis au départ, là, c'était plein de bon sens de dire, hey, ça se peut, tu sais, mettons, t'es un directeur d'hôpital. Tu sais, la semaine de la malchance. Là. Bon, t'as une infirmière qui tombe malade. La même semaine, il y en a une qui a un accident d'auto. Puis tout ça pendant qu'une du même département est en congé de maternité. Puis comme on dit, tout arrive en même temps. La nuit, t'as un trou. Ou la fin de semaine, t'as un trou. T'as dans ton horaire là, des quarts de travail. T'es plus capable de remplir. Là, t'appelles l'agence, une espèce d'agence de dépannage. On va te prêter des infirmières. Là, une qui a de l'expérience dans tel département. On va te prêter ça. Parce que de fil en aiguille, avec le manque de main-d'œuvre, c'est devenu des infirmières d'agence, dans certains cas, qui occupaient un pourcentage énorme de tous les postes. À un moment donné, le gouvernement, le ministre Dubé s'est dit, mais là, ça ne peut pas continuer. Et donc, a déposé son projet de loi pour se sevrer, hein, c'est le mot qui est le verbe qui est beaucoup employé aujourd'hui, des agences. Sauf que, aujourd'hui, on voit la complexité de la mise en œuvre. Parce que le plan du ministre, en gros, c'est de dire, moi, je fais plus affaire avec les agences. On les appelle plus. Donc, l'infirmière qui travaille pour une agence, elle est habituée à faire un certain nombre d'heures. C'est son gagne-pain, puis ils gagnent bien, ils sont payés plus cher de l'heure. Ils n'ont pas les fonds de pension, ils n'ont pas tout ce qu'il y a au gouvernement, mais ils sont payés plus cher de l'heure. Mais là, s'il n'y a plus d'heures, si le gouvernement fait plus affaire avec les agences n'auront plus de travail à donner à leurs infirmières. Et le gouvernement s'est dit, les infirmières d'agence vont se dire, si je veux gagner ma croûte, j'ai pas le choix. Même si ça me fait suer, même si j'ai quitté le réseau public, faut que j'aille redonner mon nom à l'hôpital ou au CIS ou au CIUS de ma région pour travailler dans le réseau. C'est ça le raisonnement du gouvernement. Mais vous comprenez qu'il y a comme une cassure. C'est-à-dire que présentement, là, prendre région, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Côte-Nord. On pourrait parler aussi de la Abitibi-Témiscamingue, ça se ressemble. C'est la Côte-Nord, c'est environ la moitié. Ça se peut pas, là, mais c'est ça pareil. C'est la moitié de toutes les infirmières qui viennent des agences, dont plusieurs viennent pas de la Côte-Nord. La plupart viennent de Québec, viennent de Montréal, viennent d'ailleurs. Puis ils font quasiment comme les gens qui vont travailler dans les mines. Là, 2 semaines de travail, puis 2 semaines à la maison. Ils vont sur la Côte-Nord juste pour travailler. Alors là, tu as un système de santé sur la Côte-Nord qui est entièrement dépendant, à 50% pour son personnel, dépendant des agences. Au moment où le ministre commence à dire, moi, là, je restreins, puis les agences, on va les payer moins, on coupe les montants de l'heure qu'on est prêt à donner, les tarifications de l'heure. Et là, tout à coup, on se rend compte, selon la lettre ouverte, là, l'alarme lancée par les médecins de la région ce matin, on dit qu'il pourrait manquer, dès la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, il pourrait manquer jusqu'à 600 infirmières ou autres membres de personnel, infirmières ou préposés ou autres, là, dans la région. Alors, ça vous donne une idée là, du genre de crise. Le ministre qui dit c'est pas le temps de lâcher. Nous, on est déterminés, on va mettre fin aux agences, on tient le coup, mais on comprend qu'il va y avoir une période, peut-être que ça va marcher, là, mais il va y avoir une période de transition qui va être assez dure pour tout le monde. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. C'est une histoire qui fait le tour du monde. Ça s'est passé en France. Ce transfert d'un prisonnier. Écoutez, je comprends que c'est quelqu'un là, d'assez fort dans le crime, là, membre d'un gang important, quelque chose du genre.
Et donc, dans le transfert du prisonnier en question, c'est vraiment une scène de film, là, quand dans les films, là, des bandits attaquent un convoi pour libérer un de leurs compagnons criminels. Et 2 agents pénitentiaires du système des prisons de France qui ont été tués durant le transfert du prisonnier en question, durant l'attaque en question. On en parle de ça, là, des dangers du transfert d'un détenu avec Mathieu Lavoie, président du syndicat national des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. C'est quelque chose que vous considérez comme comportant des dangers, le transfert d'un détenu? Clairement, dans le transport, que ce soit vers d'autres établissements ou encore vers les hôpitaux, vers des rendez-vous médicaux aussi qu'on exécute là, comme fonction, ou vers des palais de justice, c'est clair que c'est un moment où il peut y avoir des risques. On n'est pas dans un périmètre sécurisé, on est dans un véhicule, sur la route. Souvent, ça va être des gens qui sont liés au crime organisé, aux gangs de rue, donc qui ont des moyens. Puis quand on regarde l'histoire du Québec, il y a quand même eu des événements, là, on peut remonter à la fin des années 90, 2 agents correctionnels avaient été assassinés là, par les Hells Angels dans la guerre des motards. On a vu des évaluations en hélicoptère. C'était des criminels quand même avec des moyens pour réaliser ces opérations-là. J'allais dire ça. Est-ce que quand on sait qu'on a affaire à un détenu qui est pas une personne isolée, là, qui appartient à un groupe, qui appartient à un réseau, j'oserais dire qui appartient à un clan avec des moyens, est-ce qu'on prend des mesures particulières? Est-ce qu'on prend des mesures supplémentaires d'accompagnement à haut de véhicule, en avant, en arrière? Il existe des moyens d'accompagnement qui peuvent être mis en place, que ce soit avec les corps policiers ou au niveau du service correctionnel. C'est sûr que on le voit dans les dernières années, il y a davantage de risques avec la présence des cellulaires à l'intérieur des murs qui permet des communications illégales entre les différents groupes. Donc, on voit des sorties des fois qu'on n'avertira pas les personnes qui sortent d'établissement, mais le risque de la présence des cellulaires, quand on voit l'an dernier 1500 cellulaires, tout près de 1500 cellulaires saisis en détention, clairement, ça l'expose à des risques, les véhicules, les déplacements, surtout que quand on regarde la clientèle carcérale qui est à l'intérieur des murs, on a une augmentation là au niveau des gangs, au niveau du crime organisé, des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des accusations graves, que ce soit meurtre, tentative de meurtre, donc qui sont en attente de sentence. C'est sûr que ces gens-là sont plus à risque. Quand on voit le cas en France, c'est un peu la situation là qu'on voit. La personne avait des accusations d'homicide dans une autre ville. Elle avait probablement les moyens, les contacts pour réaliser ce genre d'embuscade-là. Ben parlons-en là, du cas en France. Qu'est-ce que vous remarquez ou qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans le... Parce que vous utilisez le mot « une embuscade ». Oui, c'est ça. On tend une embuscade au véhicule? Ben oui, tu sais, dans le fond, c'est qu'on vient bloquer le véhicule, puis on tend une embuscade aux agents qui assurent le transport. On en revenait d'un palais de justice, la personne avait comparu pour des crimes X, Y, Z, et là, à ce moment-là, à son retour, il y a eu une embuscade par des complices. Et clairement, quand on voit au Québec la grandeur du territoire, les transports, les problématiques qui pourraient se poser là-dedans, les problématiques de cellulaires qui ne fonctionnent pas partout au Québec, c'est sûr que ça pourrait exposer là, nos transports. Puis c'est une des craintes souvent qu'on a quand on fait du transport et où l'importance que le renseignement sécuritaire soit disponible aux agents pour qu'on sache qui on transporte, y a-t-il un risque, c'est quoi les mesures, on a-t-il besoin d'escorte additionnelle. Souvent, ce transfert d'informations-là, avec la gestion des renseignements sécuritaires au service correctionnel, fait défaut encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est des collègues, vous les connaissez probablement pas personnellement, mais sur le plan du métier, là, c'est quand même 2 collègues là, qui font le même travail que vous, que vos agents que vous avez perdus en France. Est-ce qu'on vit avec cette conscience-là? On en parle plus souvent, mettons, pour les policiers. On va souvent dire, les policiers, eux, quand on parle de leur fonds de retraite après 25 ans ou de leur rémunération, de leur convention collective, on va dire, mais tu sais, faut mettre dans la balance, ils font un métier dangereux, risqué. Est-ce qu'on a la même conscience pour les agents de service correctionnel?
Entre les agents, je vous dirais oui, là, du côté qu'on le voit, on voit la violence, on voit l'augmentation de la violence dans les dernières années à l'intérieur des murs, la présence d'armes blanches, les gars se font rentrer ça avec des drones pour régler des comptes à l'intérieur. On assiste au règlement de compte, on assiste à des menaces envers les agents. Au niveau de la population, c'est sûr, on se cachera pas. Le milieu correctionnel, c'est un milieu méconnu. C'est un milieu qu'on ne parle pas. C'est un milieu qu'on essaie d'oublier. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que la personne est arrêtée, elle a comparu, elle passe dans les médias et par la suite, on semble oublier qu'elle est dans une prison. Qui a quand même, elle va continuer à être dans une prison, on va la faire comparaître, on va l'amener au palais de justice, on va l'amener à l'hôpital, on va l'amener dans différents endroits. Donc, c'est clair qu'il y a une méconnaissance de l'emploi des agents de service correctionnel, du fait qu'on a le pouvoir d'arrestation, qu'on est armé en transport également, compte tenu des risques qu'il pourrait y avoir et compte tenu que, je vous dirais, la clientèle qui est au niveau du service correctionnel, là, c'est pas des gens qui ont fait des vols à l'étalage. Ces gens-là sont à l'extérieur, ont d'autres mesures. Les gens qu'on a à l'intérieur, c'est une clientèle dangereuse qui représente un risque pour la société, qui représente un risque de récidive. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire aujourd'hui, de faire reconnaître ce métier-là, tant aux yeux du gouvernement, qui souvent nous voit comme des agents de la paix, oui, mais dans une classe haute que les autres classes agents de la paix, là, quand on parle des corps policiers, mais on est quand même, les gens qui sont arrêtés par les policiers, c'est les services correctionnels qui en prennent en charge. Vous venez de répondre, dans votre réponse, vous venez de répondre à une de mes autres questions. La réponse est oui à la question. Est-ce que les agents sont armés lorsqu'ils partent sur la route avec un détenu dans les transports? La réponse est oui, là. Oui, on est armé, là, compte tenu des événements du passé, compte tenu des risques et compte tenu de la clientèle carcérale qu'on transporte, là, qui est souvent liée au crime organisé. On l'a vu dans les derniers mois à Saint-Jérôme, là, des gangs de rue qui s'en sont pris là, à des véhicules sur le terrain de l'établissement de détention, là. Donc, directement, on attaquait le système de justice. Mathieu Lavoie, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir. La fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre. Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Allô, Mario. Et en politique, aujourd'hui, on a dans les tout derniers instants un sondage tout chaud, mais sur la question spécifique du meilleur premier ministre. On n'a pas les intentions de vote, mais on a qui ferait le meilleur premier ministre. Et tout le monde est en baisse, sauf un, en fait. Paul Saint-Pierre Plamondon, -2, François Legault, -1, Gabriel Nadeau-Dubois, -1, il y a Éric Duhaime qui se maintient à 8%, mais +2, Marc Tanguay, qui soudain gagne quelques points. Bon, c'est pas spectaculaire, c'est dans la marge d'erreur, mais quand même, il a déjà été à 2, après on riait de lui, à 4, à 5. Là, il est rendu à 8%. Est-ce que Marc Tanguay va finir par regretter d'avoir pris le poste de chef par intérim, puis va finir par se voir le vrai chef? Ben, écoute, c'est un peu le lièvre et la tortue, hein. Des fois, tu sais, il y en a qui partent plus lentement, là, qui se rendent jusqu'à la fin, puis t'en as qui partent super rapide comme PSPP, puis on dit tout le temps peut-être qu'il a monté trop vite, puis on sait pas ce qui va arriver, mais faut dire que Marc Tanguay, comme tu le mentionnes, doucement, mais lentement, tu sais, monte dans les sondages. C'est quelqu'un qui était pas nécessairement extrêmement connu. Tu sais, dans les premiers sondages aussi, tu avais souvent des gens qui disaient ne le connaît pas. Là. C'est ça. Au début, c'était 60 quelques % de ne connaît pas. Fait que c'est pas vraiment juste, là, tu sais, c'est pas, quand t'es pas connu, t'es ni apprécié, ni pas apprécié, là, tu sais, c'est ça la difficulté. C'est ça. Puis il se démarquait peut-être moins aussi, peut-être par la position d'opposition officielle, peut-être parce que moins couvert, parce que c'était le Parti libéral du Québec, mais se démarquait moins que Québec solidaire, démarquait moins que Paul Saint-Pierre Plamondon, donc était moins connu. Mais ça bouge pas beaucoup, là, tu sais, tu le mentionnes, là, c'est vraiment, là, c'est des -2 points, -1 point. Lui, c'est +2 points. C'est le seul qui se démarque. Moi, je me posais 2 questions, Mario, puis comme tu dis, c'est tout chaud, là. Ça vient juste de sortir, puis on n'a pas l'ensemble du sondage. On a juste cette donnée-là sur les chiffres, donc ça va être intéressant. Je suis très, très curieuse de voir les autres chiffres sur les intentions de vote de façon générale, mais je me disais, est-ce que dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce que c'est la chicane qui lui fait mal?
plutôt que de l'aider. C'est des derniers jours où justement lui a décidé que il se fait rentrer dedans moyennement par une certaine gang aussi. Le départ d'Émilie Lessard-Terrien, la lettre ouverte notamment signée par l'ex-députée Catherine Dorion puis 40 autres signataires qui disent qu'ils sont pas d'accord avec sa vision, puis Gabriel Nadeau-Dubois qui dit moi je veux faire autre chose avec Québec solidaire, je veux le rendre plus pragmatique, je veux en faire un parti de gouvernement. Est-ce que c'est ça qui lui fait mal? Est-ce que c'est l'affrontement et la chicane ou est-ce que c'est vraiment son propos puis sa vision du parti? Ouais. C'est un peu difficile à analyser comme tel. Il va falloir voir chose si ça certaine, ouais. Tu te demandes ce qui est la cause, là. Parce que quand même, lui, à moins 1%, mais ça l'amène à 11% là, comme meilleur chef. C'est pas énorme. Ça va finir par lui nuire parce que lui, dans le fond, son pari, il faut être pragmatique, il faut être un parti de gouvernement. Il va montrer que... Mais, tu sais, cette idée d'être pragmatique, d'être moins idéologique, elle a plus de tirant d'eau quand les gens sentent que le parti est populaire, de dire, ben regarde, là, si on enlève un petit peu de radicalisme dans notre affaire, ben tout ça, gardons ça, là, on est proche de gagner. Tu sais, quand les gens sentent que la victoire devient possible, ils sont peut-être un peu plus prêts. Ben, tu sais, quand t'es à 11%, tu te dis, ben, on est aussi bien d'être radical, on est aussi bien de s'accrocher fort à nos idées. C'est ça un peu la difficulté, moi, je trouve, pour Gabriel Nadeau-Dubois, de vendre l'idée d'un pragmatisme gagnant quand les chiffres sont pas là. Ben ça ou ça l'affaiblit lui directement, Mario, parce que tu sais c'est leur conseil national est dans 10 jours, il arrive pour proposer autre chose. Imagine là qu'il serait à 22, 24, il aurait augmenté là c'est Gabriel Nadeau-Dubois là, c'est pas Québec solidaire. Non, là, c'est la personne. C'est la personne directement qui est évaluée. Tu sais, il arriverait avec une augmentation de 10% où il serait deuxième, là il pourrait dire moi les gens me suivent à l'heure actuelle. Là. Donc tu sais, profitons-en parce que au-delà d'un parti, ça reste que les gens votent pour le capitaine. Là, c'est sûr que ça l'affaiblit à la veille de son conseil national parce que sa gang, ils peuvent lui dire, écoute, Gabriel, tu sais, non seulement t'es pas super élevé là à 11%, mais en plus de ça, t'es en baisse. Donc, c'est sûr que ça lui donne pas un leadership puis les coudées super franches pour rentrer en disant qu'ils même me suivent au Conseil national. L'autre élément, tu sais, je me demandais pourquoi Marc Tanguay augmente. Ouais. Parce qu'on l'a pas vu tant que ça. Là, je me disais, Paul Saint-Pierre Plamondon diminue, M. Legault diminue, lui, c'est pas des très bonnes nouvelles, là, tu sais, rendu à 18% comme premier ministre, là, ça va de mal en pis. Là, je me disais, est-ce qu'on commence à avoir un petit effet, là, tu sais, tombe pas en bas de ta chaise, mais un petit effet du discours référendaire? Est-ce que c'est ça qu'on commence à voir? Puis là, on n'a pas toute l'analyse des chiffres. Moi, je suis très curieuse de voir ce 2%-là se retrouve où. Est-ce que ça a galvanisé... tu sais, le Parti libéral du Québec était tombé très bas chez les anglophones aussi. Tu sais, il était déjà bas chez les francophones, mais là, il perdait dans son propre électorat. Est-ce que c'est ça qui va avoir remonté un petit peu? Est-ce que c'est déjà cet effet-là de référendaire que Paul Saint-Pierre Plamondon a mis beaucoup sur la table dans les dernières semaines, qui commence à se faire sentir un peu? À suivre, hein? Oui, à suivre. Marie, moi, j'étais plutôt sympathique, même favorable à l'idée de restreindre le recours qui était devenu systématique de notre système de santé aux agences de placement, aux agences d'infirmières, là, qui prêtent des infirmières, qui louent des infirmières, c'est le verbe qui est souvent employé, louer des infirmières au réseau de la santé. Mais là, c'est la mise en œuvre de tout ça là, qui est extrêmement complexe, puis on s'en rend compte, parce que le ministre commence à peine là, à serrer des petits tours de vis, limiter les niveaux de tarification. Et déjà, sur la Côte-Nord, on dit, ben là, il va nous manquer des centaines d'infirmières. Les infirmières d'agence viendront plus. On va être obligé de fermer des services. Comment tu vois ça? Écoute, tu sais, Mario, c'est une affaire qui, tu sais, moi aussi, là, je suis très favorable au fait qu'on coupe notre dépendance, tu sais, à travers les années. Puis c'est pas la faute de Christian Dubé, puis c'est pas la faute de son gouvernement. Ça, c'est la faute des gouvernements. On a un réseau qui est devenu extrêmement dépendant à la main-d'œuvre indépendante, aux agences, ce qui nous coûte extrêmement cher, puis qu'il y a plein de conséquences aussi délétères pour la rétention du personnel et tout. Mais s'il y a une chose qu'on sait dans le réseau de la santé, moi j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé, puis il y a 20 ans, c'était les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Tu as des régions où c'est beaucoup plus difficile d'attirer de la main-d'œuvre, dont la Côte-Nord, dont l'Abitibi, puis je te fais le pari que dans les prochains jours, on va avoir le même enjeu en Outaouais. Parce que c'est bien beau de dire, OK, moi, on arrête le recours aux agences,
mais il faut que tu aies des alternatives, il faut que tu aies des options. Puis c'est des sur régions... la Côte-Nord, ils disent que c'est la moitié. Parce que on a l'impression que les agences, ça serait spontanément, je pense, j'ai l'impression que la population voit ça comme un petit 2 marginal, 2 à 5 de la main-d'œuvre, c'est ça, aller boucher des trous. Mais sur la Côte-Nord, les infirmières d'agence, c'est 50 puis j'ai vu aujourd'hui le chiffre jusqu'à 60 Moi, j'ai vu 60 j'ai vu 600 employés, là, 600 personnes là, qui manquent. Imagine-tu 600 personnes en Côte-Nord, comment ça fait mal? Puis là, moi, je suis ça depuis aujourd'hui parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de bras de fer qui rendait la chose pas très claire sur, puis je veux pas lancer la pierre trop vite à Christian Dubé aussi en disant, bon, il a-tu mal géré la transition? Il a-tu voulu être trop vite? Il a pas fait de plan de contingence? Il s'est dit, j'arrête ça du jour au lendemain, puis il a pas prévu, justement, que ces 2-3 régions-là, ce sera pas la même situation qu'à Montréal, ce sera pas la même situation qu'à Laval ou qu'en Montérégie, parce que c'est plus difficile d'attirer des gens. Mais là, dans son plan, ces régions-là, il leur a donné 3 ans. Là. Contrairement aux autres régions, il leur a donné jusqu'à la fin 2026. C'est justement, mais là, c'est parce qu'il est même pas à l'étape d'abolir c'est ça l'affaire qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il est pas à l'étape d'abolir le recours aux agences. Il fait juste mettre la phase 1 de son plan, qui est un contrôle de la tarification. Là, ben, c'est assez pour faire péter ça au fret, parce que... C'est lent. Je veux dire, comment t'amènes des gens à aller travailler en région? L'ensemble du réseau de la santé fait comme ça. Un médecin de famille là qui va travailler en Gaspésie, en Côte-Nord, en Abitibi, puis en Outaouais, puis dans des sous-régions, au lieu d'avoir 100% de son salaire, il y a 105, 110, 120% de son salaire. Les médecins spécialistes, ça va jusqu'à 130, 145% de son salaire dans certaines régions. Puis là, les infirmières, tu dirais, bon non, que tu travailles à Chaumedé ou à Montréal ou que tu t'en ailles à Amos ou en Côte-Nord ou à Sept-Îles, t'auras pas d'incitatif. Écoute, ça tombe sous le sens, là, ce qui arrive en ce moment. Et ce que je trouve particulier dans la journée d'aujourd'hui, c'est que, le ministre, il a tenu la ligne très, très dure, puis là, il est allé dans un discours de on est pris en otage par les agences, c'est une tactique, elles sont en train de retenir puis d'empêcher des infirmières de venir, c'est une game de pouvoir. Puis en même temps, je me dis, OK, mettons que c'est ça, mais là, il est tout seul là, dans sa barque à dire ça parce que le président du Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens du CIS dit non, ça va être la catastrophe. La PDG du CIS... Mais il dit dans la même phrase, ça va être la catastrophe, mais on appuie l'objectif du ministre. Mais on n'est pas d'accord, la façon de faire, le ministre, il comprend pas notre région. Mais, en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est que tout le monde est d'accord en théorie avec le principe, mais personne ne sait comment s'y prendre. Une fois, écoute, c'est le principe d'une dépendance, là, tu sais, vous avez quelqu'un qui essaie de se soustraire à une dépendance, de se sevrer d'une dépendance. Les premiers jours, il y a des tremblements, puis il y a des problèmes. Je fais le parallèle, là, mais tu sais, il y a des puis c'est un peu ça, je trouve, qui arrive à notre système de santé, c'est que c'est la moitié de ton personnel, c'est des agences, puis là, tu te dis, tu veux te couper ça. Comment tu fais ça? Je sais pas comment on peut s'y prendre. Je me posais la question, C'est juste, je me dis, si t'as pas un incitatif financier à aller travailler dans une région éloignée, puis c'est vrai pour des mineurs, c'est vrai pour n'importe quelle profession, Mario. Comment tu vas attirer des gens vers la Côte-Nord puis vers l'Abitibi si tu enlèves cet incitatif-là? Donc ça, pour moi, c'est un enjeu. Enlève-le plus, puis non, c'est même pas plus graduellement. Il faut qu'il reste cet incitatif-là parce que ça fait 20 ans qu'on essaie de régler des problèmes justement de main-d'œuvre sur place. Puis là, oublie l'enjeu des agences. Et c'est un enjeu d'aller recruter tout personnel là, confondu. Donc ça, c'est un enjeu. Mais tu sais, là, on parle de fermeture de pouponnières, de fermeture d'urgence. Hey, la PDG du CIS de la Côte-Nord, là, aujourd'hui, elle a fait un appel à la population, comme pendant la pandémie, pour que le monde vienne travailler comme aide de service puis préposé pendant l'été, tellement à craindre que ce soit catastrophique. Là, la même chose que pendant la pandémie dans les CHSLD où on n'avait plus de personnel pour nourrir puis hydrater nos personnes âgées. C'était ça, son point de presse. Aujourd'hui, je me disais, mon Dieu, OK, là, t'as le ministre qui dit non, je tiens la ligne dure. Ouais, OK, mais là, il y a des gens qui vont se retrouver vraiment mal pris et c'est les patients, là. Et ça va être à surveiller. Tu nous dis, on aura peut-être après l'Abitibi, la Côte-Nord, l'Outaouais, je retiens ça, qui va apparaître dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci, Marie. À demain. Merci, Mario. Bon retour. Casse-tête.
Devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. La presse ce matin qui nous raconte que des commissaires à l'immigration se rendent compte que des demandeurs d'asile, parce qu'un demandeur d'asile doit prouver au Canada, son dossier doit prouver qu'il est en danger dans son pays, donc doit raconter son histoire, puis pourquoi il est menacé dans son pays. Et qu'il y en a qui avaient été plusieurs qui avaient comme la même histoire, le même récit ou quelque chose de très semblable, au point de se rendre compte que c'était fait par l'intelligence artificielle. C'était par intelligence artificielle qu'on faisait produire une espèce de réponse là, à la demande du Canada, à la demande d'information du Canada. On en parle tout de suite avec Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Qu'est-ce que vous voyez de ça, vous? Bon, on sait qu'il y a beaucoup de ces années-ci de demandeurs d'asile, mais cette espèce de réponse automatisée, là? Premièrement, il faut se rappeler pourquoi on est dans une situation comme ça au Canada actuellement. Là, la gestion de l'immigration en général allait beaucoup mieux avant. Il y a 9 ans, où souvenons-nous de janvier 2017, le fameux tweet de Justin Trudeau qui a invité tous les déshérités du monde à s'en venir au Canada, qu'on était une terre d'accueil. Le chemin Roxham a commencé à ce moment-là et on a, depuis 7 ans, eu une augmentation de demandeurs d'asile. Mais là, aujourd'hui, on a des centaines de milliers de cas à gérer. On a actuellement 156 032 dossiers d'ouverts de gestion de demandeurs d'asile au Canada. Mais ces gens-là doivent démontrer la raison pour laquelle ils viennent chez nous, qu'ils demandent d'asile. Et ça veut dire d'expliquer pourquoi dans leur pays, ils vivent une situation intenable, que leur vie est en danger pour différentes raisons, etc. Mais là, c'est ça. Là, on voit qu'il y a des gens qui finissent par se parler, il y a des trucs qui ont de l'air à se donner, de dire, demande à ChatGPT de te créer une histoire. Et c'est ce que là, les commissaires à l'immigration ont détecté. Ils ont dit, OK, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent avec la même histoire. Fait que là, on sert de l'intelligence artificielle pour créer des histoires personnelles. Ces gens-là, ça invente une histoire avec ça et ça fait juste rajouter encore une couche de plus là, de problématiques. Vous avez dit dans votre réponse, ils se parlent entre eux. Je pense que c'est l'impression qu'ont beaucoup de citoyens que, comment dire, qu'il y a comme un pattern, de dire que c'est comme si les faiblesses ou les faiblesses du système d'immigration du Canada sont devenus mondialement connus et célèbres. Je veux dire, c'est discuté partout dans le monde, dans tous les pays où on peut penser que le Canada, c'est une terre de rêve où venir vivre, là, mais on se donne des trucs, on se dit, c'est comme n'importe où, là, mettons, dans un magasin, vous et moi, on sait qu'il y a un truc payé moins cher, ben, vous me donnez le truc avec un clin d'œil. Ben, on a l'impression qu'il y a un petit peu de ça, là, tu sais, au Canada, que, regarde, l'immigration, fait ci, fait ça, arrange ça de même. Mais comme un sous-entendu que l'immigration au Canada, c'est pas fort, là, c'est facile à déjouer, là. Ben exactement. Puis ça, c'est justement avec la situation qui s'est créée en 2017 avec le chemin Roxham, puis Justin Trudeau qui a voulu être plus gentil que tout le monde. On a créé un bordel monstre au niveau du ministère de l'Immigration fédéral. Et là, c'est là qu'on voit une perte de contrôle et les gens en profitent. Et je dis pas, je fais attention parce qu'évidemment, je veux pas dire que tout le monde qui demande l'asile ne devrait pas. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations de misère, là, mais il reste on sait qu'il y a eu des réseaux organisés et qu'il y a des gens qui se faisaient payer pour expliquer comment faire pour se rendre au pays. Et dans les instructions qu'on donne également, c'est en disant, ça va tellement mal, c'est tellement long au Canada, que si tu fais ta demande, ça va prendre tellement d'années que tu as le temps de t'installer. Il y en a qui se font mettre ça dans la tête aussi. Là, ils s'en viennent ici en se disant, on a au moins pour 10 ans avant que mon dossier soit traité. Et c'est là que ça crée d'autres problèmes. Dans l'intervalle, je vais être installé, je vais avoir un travail, ma conjointe va avoir un travail, les enfants vont être à l'école, vont être dans toutes sortes d'activités. Et après ça, on pourra plaider tout ça, on pourra plaider notre travail. Ça rajoute au dossier, effectivement, en disant pourquoi je suis arrivé ici. Là, maintenant, on sort d'un système comme l'intelligence artificielle pour créer des raisons. Je viens de tel pays. Là, l'intelligence artificielle va créer une situation qui dit voilà pourquoi mon pays, je peux pas rester là. Mais en même temps, le temps que tu es écouté, ça prend 2 ans. Tu peux faire appel. Après ça, tu as un autre 2-3 ans d'attente. Pendant ce temps-là, tu as peut-être eu des enfants qui, eux, sont canadiens. Là, à un moment donné, on se ramasse que c'est pas tenable. Et c'est pour ça que quand je dis que le message s'est passé, c'est qu'au niveau international, effectivement, le message s'est dit, va au Canada, ils vont t'accueillir, ils vont t'héberger. Mais en même temps, là, c'est plus ou moins vrai. Ça a été
été vrai dans les débuts, mais les capacités d'accueil sont plus là. On a un problème de logement, problème à Montréal, ça déborde de partout. Là, les gens, j'ai fait une tournée du Québec dans les dernières semaines, dans différentes municipalités, et là, on a beaucoup de gens, des immigrants qui sont dans le trouble, qui cherchent des endroits pour essayer de vivre, de s'installer, puis ils sont pas capables. Donc, il y a un bordel monstre au niveau de toute l'immigration, et ça cette situation-là qu'on apprend aujourd'hui, c'est que là, on donne ces outils-là, cette technologie-là, donne des complications aux commissaires à l'immigration, parce que ces gens-là doivent faire l'analyse des dossiers, puis essayer de donner une réponse, est-ce qu'on l'accepte ou pas la demande d'immigration. Puis lorsqu'on a une histoire fabriquée comme ça, là, à un moment donné, on vient qu'on ne le sait plus. Comment Donc, ça nous ramène à ce qui est ma perception, moi, c'est que on a maintenant au Canada une nouvelle réalité de, appelons-les le faux demandeur d'asile, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas du tout en danger dans leur pays, mais qui voient ça comme une espèce de porte entrouverte. Le fait que notre système... Parce que si notre système d'analyse des dossiers traitait les dossiers en 2 semaines, c'est-à-dire que si t'arrives, t'es pas en danger dans ton pays, on te donne ta réponse, on te retourne chez vous, tu gaspillerais pas 1500 piastres de billets d'avion pour 2 semaines au Canada. Mais pour 5 ans, vous venez de le décrire, là, avec le délai d'appel puis la réponse, pour 5 ans, ça vaut à peine de s'essayer. Probablement qu'au bout de 5 ans, tu vas rester là. Donc, c'est comme si notre système, à cause des délais, à cause de l'inefficacité, notre système encourage des faux demandeurs d'asile à utiliser notre générosité là, envers les vrais demandeurs d'asile d'autrefois. C'est devenu une espèce de faille par laquelle tout le monde rentre. Et vous allez faire quoi si le Parti conservateur est porté au gouvernement? Vous allez faire quoi pour redresser ça? Non, mais On est-tu d'accord? On est-tu d'accord qu'il y a des défis, il en manquera pas quand on va prendre le gouvernement? C'est parce que en commençant par l'immigration, et je veux dire partout à travers le pays, on a énormément de choses à remettre de l'ordre, mais il reste que c'est l'efficacité. Là, vous le mentionnez, c'est le problème d'efficacité. Donc, l'appareil gouvernemental, comment l'appareil gouvernemental peut être plus efficace? Parce que là, on a vraiment la lenteur du traitement de tous ces dossiers-là fait en sorte qu'il y a de l'abus. Comment qu'on peut ramener une efficacité, de mettre des moyens? Est-ce qu'il y aura des lois à changer, des règlements à changer pour que les façons de faire s'améliorent? C'est ça qu'il faut qu'on règle, parce que d'année en année, il s'accumule des dossiers, comme je disais tantôt, 156 000 dossiers en attente de traitement, juste pour ça. Puis là, on n'a même pas parlé des étudiants qui viennent ici. Là, depuis 9 ans, il y a eu 3,6 millions d'étudiants qui sont venus au Canada sur des visas étudiants. Puis juste 683 000 juste l'an dernier. Puis là, normalement, ces gens-là qui viennent pour étudier, ils doivent être vérifiés pour la sécurité. On a demandé au ministre de l'Immigration, Miller, la semaine passée, il dit « Oh oui, tout le monde est vérifié. » Finalement, on apprend là que ce n'est pas vrai. Il y a plein d'étudiants qui viennent ici sous de faux prétextes, ne sont même pas des étudiants, puis ils rentrent au Canada. Fait que ça, c'est un autre problème qu'on a géré. Mais ça se peut-tu que ça s'est resserré, ça? Je vous conte une expérience que moi, hier, je suis revenu de voyage. J'ai pris une semaine de vacances. Je suis revenu de voyage hier à l'heure du souper. Et dans la porte de l'avion, là, carrément, pas dans l'aéroport, à la porte de l'avion, il y avait des agents des services frontaliers qui demandaient aux passagers, un par un, êtes-vous un étudiant, venez-vous ici? J'avais jamais vu ça. J'ai eu l'impression qu'il y avait eu un resserrement, une surveillance quelconque, qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un abus du côté étudiant, puis qu'on a resserré la vis, je suppose. Ça doit probablement, et c'est pour ça que l'agent de services frontaliers a un travail aussi à faire, puis qu'on a besoin de mettre davantage de ressources pour gérer ces cas-là, parce que ça prend des agents justement qui se présentent aux avions ou qui sont capables d'intercepter. Mais tout ça pour vous dire que on parle de millions de personnes, et là on a au-dessus de 100 quelques mille personnes en attente d'évaluation. Là, la machine est saturée, et c'est pour ça qu'il faut que le message aussi à l'international, le fameux message de Trudeau en 2017, là, faut défaire ça, faut dire le Canada, si vous voulez venir ici, faites une demande d'immigration dans les normes, puis respecter les façons de faire. Puis nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit fait de façon ordonnée. La seule façon d'avoir une immigration efficace, c'est que tout le monde puisse être bien accueilli, c'est que ça soit fait dans l'ordre. Et là, depuis 7-8 ans, là, c'est vraiment un bordel monstre, et tout le monde paye le prix. Là. Autant les immigrants aussi qui pensent avoir une meilleure vie, qui finalement se retrouvent dans des conditions qui sont pas mieux. Pierre Paulus, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Le lieutenant du Parti conservateur au Québec. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Bon retour à toi. Oui. On revient pour ce bulletin d'actualité aujourd'hui. Journée forte en actualité encore une fois. Mais surtout, on a de quoi les amateurs de politique à se mettre sous la dent là, de dernière minute. Oui, sondage, j'ai l'impression qu'on va en avoir. Quand il y a un sondage comme ça, avec un petit morceau qui sort en fin d'après-midi, ça m'indique qu'il y aura quelque chose peut-être dans le journal de demain. Mais c'est plus que peut-être, puis on n'aura même pas à attendre à demain, Mario. 19h ce soir, là, tous les résultats sur les plateformes de Québécois vont être publiés de ce sondage léger Québécois qui a été mené dans le dernier mois. Puis particulièrement, le morceau qu'on a en ce moment, c'est sur les préférences des Québécois sur qui ferait le ou la meilleure premier ministre ou première ministre. Là, dans ce cas-ci, premier ministre, puisqu'on a que des hommes qui sont sur la ligne de départ. Il y a plus de gens en baisse, là. Oui, c'est ça qui est surtout spécial. surtout des chefs en baisse. Surtout des chefs en baisse. En fait, c'est pas compliqué. Il y en a un seul qui a augmenté ses résultats. C'est celui qui se retrouve ex-aequo en dernier. C'est Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, qui se retrouve à 8%. Mais qui grimpe. Je me souviens d'une époque, je pense qu'il y avait quasiment rien, là, 2, 3, 4%. Mais là, ça a monté tranquillement, 5, 6, puis là, il se retrouve à 8, ex-aequo avec Éric Duhem. Je pense qu'il partait vraiment moins connu que tous les autres. Parce que tous les autres ont fait une campagne électorale. Puis il reste qu'en politique, tu te fais voir dans une campagne électorale. Donc lui, il a été nommé par chef par intérim après la campagne. Donc il est comme parti un peu de zéro, là, vraiment moins connu que les autres. Donc il gagne petit à petit, grappille des points. C'est dommage qu'il pourra pas nous se faire élire comme premier ministre. À moins que, tu sais, s'il devenait très populaire, peut-être que le parti changerait les règles ou qu'il se retirerait chef par intérim ou je sais plus quoi, mais... Parce que pour l'instant, c'est exclu des règles qui peuvent se présenter, bien évidemment. Donc, pour laisser ça, donc Paul Saint-Pierre Plamondon perd 2 points, Legault 1 point, Nadeau-Dubois 1 point. Exact. Éric Duhem stable. Éric Duhem stable, mais quand même à 8%, là, donc ex-aequo dans la dernière position. Gabriel Nadeau-Dubois, 11%. Perte d'1 point, est-ce que c'est attribuable à la grogne déjà? C'est sûr qu'il y a eu des mauvaises nouvelles depuis quelques jours. On va voir là, dans le sondage lui-même ce que sera le score de Québec solidaire du parti. Le problème pour Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que, tu sais, pour les autres, là, pour François Legault, il n'y a pas de rendez-vous. Là. Tu veux pas des mauvais sondages parce que tu n'aimes jamais ça, mais t'as pas de rendez-vous immédiat avec l'électorat. Alors que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a un rendez-vous, un conseil national de son parti dans 2 semaines, où là, il doit faire passer quelque chose. Il doit faire passer une espèce de vision, un changement du parti. En fait, c'est une première étape où il doit amorcer ça. Et quand tu proposes un pragmatisme, là, une des choses qui aide à vendre ça, c'est de dire, regarde, on va gagner, là, tu sais, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va laisser tomber nos idées trop radicales, mais en échange de ça, on va se rapprocher de la victoire. Mais quand t'es à, 11%, quand t'es plutôt faible dans les sondages, la tentation pour les membres du parti, c'est de dire, on va pas diluer notre soupe, on va pas mettre de... Non, c'est ça. T'sais, à 11%, là, on est aussi bien de s'en tenir à nos idées. Donc, donc, on est dans une période où Gabriel Nadeau-Dubois aurait besoin de bons sondages pour montrer que c'est son affaire qui est la bonne. Oui, puis malheureusement, on semble pas se diriger vers tout ça. Quoi qu'on pourrait être surpris par les autres résultats de sondage qui vont sortir un peu plus tard aujourd'hui. Mais Québec solidaire qui semble pas sur une pente ascendante, sur un air d'aller, outre l'espèce de grogne intérieure qui se passe en ce moment. François Legault est à 18%, ce qui fait en sorte qu'il est encore moins populaire que son parti dans les intentions de vote, ce qui est encore une fois mauvaise nouvelle là, quand même, somme toute pour la CAQ. Corrige-moi, tous les chefs sont moins populaires que leur parti, dans ce cas-ci. C'est pas toujours le cas dans l'histoire. Des fois, c'est le contraire. Un chef est beaucoup plus populaire que... Même Paul Saint-Pierre Plamondon, t'es revenu à 27%. Le PQ est à 30, 32, 34. Non, tout le monde semble... On va voir les chiffres des intentions de vote, mais tous les chefs semblent moins populaires que leur parti. C'est rare. Habituellement, t'as toujours un ou deux des chefs qui ont une plus forte personnalité, puis le chef est plus populaire que son parti. Actualité. Évidemment, on continue de suivre là, ce nouveau campement qui est apparu à Montréal récemment, le faisant écho à celui qu'il y avait déjà sur le campus de McGill. Cette fois-ci, c'est sur le campus de l'UQAM, mais pas le bâtiment tout près ici des studios de Cube. On parle plutôt celui sur Sherbrooke-Ouest, là, le complexe des sciences Pierre Dansereau. Et là, sur place aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont porté plainte officiellement auprès du SPVM parce qu'ils se sont rendus compte que leur matériel de construction qui est utilisé, là, des clôtures, des palettes de bois et autres,
Ben, c'est ça qui a été pris par les manifestants sur place pour essayer d'imiter à McGill ce qui s'est passé. Soit le fait de construire une espèce de barricade, barrière, palissade, appelez ça comme vous voulez, autour du campement en question. Ça donne lieu quand même à un échange particulièrement succulent aujourd'hui entre Yves Poirier, journaliste de TVA Nouvelles, notre collègue, qui est allé sur place poser des questions aux gens du campement parce que on voulait pas, on nie pas, non, on n'affirme pas. En même temps, c'est pas, tu sais, l'enquête est pas longue, là. La couleur des clôtures, la nature des clôtures, le chantier est là, juste à côté, puis les clôtures du chantier, c'est comme, Tiens, les clôtures de ce chantier à côté ont disparu. Ici, les clôtures ont poussé. La même couleur, le même genre de la même couleur, le même genre de barricade. On s'entend que la gang de Scooby-Doo serait capable de le résoudre, celui-là. Mais ça a donné vraiment là, lieu à une passe d'anthologie dont seul Yves Poirier a le secret, là, disons-le comme ça. On en écoute un extrait, Mario, ça vaut la peine. Ça donne. C'est à qui les clôtures? Les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces clôtures-là ont été volés à la terre. Tu comprends? T'es-tu sérieux, là? Ben, tout ça, c'est comme... Pourquoi ça appartient plus à une personne qu'à une autre? Non, arrête de me niaiser, là. Ben, c'est toi qui me niaises. Non, les clôtures appartiennent Pourquoi ça appartient plus à quelqu'un qu'un autre? Ça appartient à la terre. Empiriquement, c'est vrai, mais il reste que dans notre pays, on a établi un droit de propriété. Oui, et qu'absolument tous les matériaux, si on commence à jouer à ça, ont été volés à la terre. Oui. Tout ce qu'on utilise. Et donc, ça n'a pas, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas autorisé le vol. Et ça ne décourage pas, contre toute attente, Mario, ça ne décourage pas le SPVM en ce moment de mener une enquête autour de tout ça. Est-ce que ce Parce que techniquement, si tu vides la voûte de la banque, tu pourrais dire que les billets de banque ont été volés à la terre. Ben oui, c'est imprimé sur du papier. C'est des arbres, ça, monsieur. Vous avez coupé pour faire ça. Fait que non, ça fait pas très sérieux. Puis il y a beaucoup de choses qui font pas très sérieux. Hier, l'entrevue qu'a obtenue notre collègue Yasmine Abdel Fadel, c'est sincèrement loufoque. Là, une personne qui s'invente qui s'invente le nom d'une héroïne là, du mouvement palestinien. Ouais, repris un nom connu. Là. Un nom connu, une femme qui doit avoir 75-80 ans. Là. Ensuite de ça, masquée. Ensuite de ça, leur revendication, j'ai trouvé que le recteur de l'UQAM, il était quand même gros bon sens quand il dit « Ouais, mais là, il me demande des affaires. » Tu sais, à McGill, il demande des choses, à la limite, que McGill contrôle. Oui, absolument. Là, des investissements, des partenariats avec les universités. Mais il dit « Nous autres, McGill, on n'a rien de ça. On fait pas affaire avec à l'UQAM, pardon, on n'a rien de ça. On fait pas affaire avec les universités d'Israël. » Donc, le recteur de l'UQAM dit « On me demande, par exemple, un changement de maison de délégation du Québec au ministère des Affaires internationales. » Mais le recteur de l'UQAM, il dit, moi, là, je suis pas le ministère, je suis pas le ministre, je peux rien. À la limite, s'ils s'étaient installé un campement, je sais pas, à l'Assemblée nationale, ils s'installent sur le terrain en avant puis disent, on n'en veut plus du bureau à Tel Aviv. Ils s'installent à l'UQAM et ils demandent au recteur de l'UQAM des choses sur lesquelles il n'y a pas juridiction, il n'y a pas d'autorité. Fait qu'on se comprend qu'il n'y a pas de négociation à ce moment-là. Comment tu veux négocier? Il peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Bon. Ils revendiquent dans ce cas-ci. Mais après ça, plus profondément, ils sont, écoute, mettons, je sais pas, au total, il était 10-12 aujourd'hui, peut-être qu'il y en a peut-être 20-25 qui sont passés. Est-ce que tous les groupes de 20 personnes de la société peuvent exiger quelque chose du gouvernement? Dire, moi, c'est non négociable. Moi, je veux ça. C'est sûr que tu perds un peu de crédibilité dans ce temps-là. Parce que t'as des grosses familles, là, ça se fait des parties de famille, ils sont 30, là. Fait que si les 30, là, une fois un peu chaudasses, là, ils se mettent à dire, nous autres, on veut que le gouvernement change telle loi, là. Ils pourraient essayer. Oui. Non, mais là, ça se pourrait qu'ils s'installent en barricade puis ils disent, c'est ça. Nous autres, on bouge pas d'ici. C'est nous autres qui mènent au Québec. Faut que le gouvernement change ses politiques. Non. On vit dans une démocratie. On est 9 millions. Il y en a quelques millions qui ont voté à la dernière élection générale. Puis, c'est le concept de la démocratie, en général. Il y a un gouvernement élu. Fait que tous les groupes de 20 personnes qui se fassent un campement ou pas peuvent pas... Oui, parce que du côté du campement McGill, on peut être d'accord, pas d'accord. Reste quand même que c'est un mouvement qui est plus organisé, qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont sur place, des revendications qui sont plus claires. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis à limite, je veux dire, de manifester juste un désir qu'il y ait de la paix dans cette région-là du monde où il y a des atrocités qui se passent en ce moment. Je peux comprendre ces gens-là de vouloir faire preuve d'empathie puis au moins de pouvoir saisir quelque chose. Mais là, du côté de l'UQAM, c'est comme tellement flou. Puis quand ils mêlent, parce qu'à un moment donné, là, dans tous les délires de ces gens-là, là, ils se mêlent avec les causes LGBTQ2 puis tout ça, puis tu dis wow, là. Un instant. Parce que d'après moi, si tu vas jaser avec le Hamas,
des droits de la LGBTQ2. Sur 100% pour. D'après moi, ça va être rough. Ah ouais? Ouais, d'après moi, il va y avoir des mauvaises surprises. D'après moi, là. Fait que tu peux souhaiter la paix, être consterné par la perte de vie des civils, la famine, il y a plusieurs causes défendables. Mais à un moment donné, tu mêles toutes sortes d'affaires où ça devient, c'est plus des causes, là, c'est un délire. Là. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Toujours sous la même thématique en ce moment, il y a beaucoup d'effectifs du SPVM qui sont mobilisés, non pas pour aller démanteler les campements, mais plutôt pour encadrer une manifestation qui a lieu aujourd'hui parce que c'est la déclaration d'indépendance d'Israël, 76e anniversaire qui se déroule, donc l'anniversaire du 14 mai 1948, au sud du boulevard René-Lévesque. Le problème, bien évidemment, c'est que sur le fond de tension actuel, on est obligé de mobiliser beaucoup de policiers pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. J'ai vu qu'il y avait eu durant une couple d'heures une petite contre-manifestation pro-palestinienne de l'autre côté de la rue. Exactement, c'est ce qu'on voulait éviter, mais quand on dit l'autre côté de la rue, c'est justement ce à quoi servent les effectifs policiers. Là. Il y a une espèce de tape orange qui est déployée un peu partout autour, puis on reste chacun dans sa zone, mais c'est quand même avec des dizaines de voitures de patrouille, des autobus, agents vélos, membres du groupe d'intervention spécialisé aussi, qui sont mobilisés. Puis on comprend, on lésine pas sur les moyens là, du côté du SPVM, pas qu'il y ait de débordement. Ça dégénère, ça risque de devenir hors contrôle. Donc, ça a lieu, là, encore, là, ça avait lieu jusqu'à il y a quelques minutes. On n'a pas observé de débordement. Puis ça, je pense que ça vaut quand même la peine de le souligner, Mario, là, comme dans presque toutes les villes du monde, il y a eu une augmentation, des propos antisémites, menaces et autres. Mais en dehors de ça, dans toutes les manifestations, contre-manifestations qu'il y a eu jusqu'ici à Montréal, pas de débordement qui a été observé vraiment. Tout savoir en 24 minutes. On passe au scandale d'Arrive-Can, ce dossier qui n'en finit plus d'en donner, Mario, faut dire, parce que déjà tôt ce matin, on a vu des révélations du Globe and Mail, là, qui lâche vraiment pas le dossier depuis son départ et qui a dévoilé les chiffres là, en tout et partout de ce qui a été donné à 3 entreprises qui étaient plus ou moins liées là, à Arrive-Can, Coradix Technology Consulting, Dalian Technologies puis GC Strategies. Là. La dernière, celle-là, est rendue pas mal plus connue pour son implication dans le dossier d'Arrive-Can. On se rend compte que sur 13 ans, c'est au-dessus d'1 milliard de dollars d'argent public qui a été donné à ces firmes-là. Entreprises. 3 entreprises. Puis je rappelle, Dalian Technologies puis GC Strategies, c'est 2 entreprises qui sont menées par 2 personnes. Puis quand je dis menées, c'est toute l'entreprise, c'est 2 personnes. Moi, quand tu me parles de contrat, si tu me parles d'un contrat de 40 000 $ pour de la rédaction ou de la traduction, tu sais, je vais te croire que quelqu'un peut faire ça dans son sous-sol. Mais quand tu me parles de contrats qu'on compte en dizaines de millions, en centaines de millions, excuse-moi, là, mais je vois des bureaux, là. Tu comprends? T'as pignon sur rue dans une tour à bureau, puis t'occupes 3-4 étages. Un département d'RH, de communication, des avocats. Des ordinateurs tout bien branchés. Tu sais, une organisation, là. Mais là, GC Strategies, quand on a découvert que le siège social, c'est comme dans le sous-sol d'une maison assez jolie, une espèce de chalet maison. Tu dis, OK, mais ça, c'est correct. Si tu me disais, le type qui habite là, il fait de la traduction, il a donné des contrats au gouvernement pour 40 000 $, c'est correct. Là, le gars travaille, il fait un bon travail, puis tout ça. Mais tu me dis qu'il a donné des dizaines de millions, puis c'est ça le siège social. Juste pour GC Strategies, là, 105 contrats sur 13 ans, 100,3 millions de dollars de valeur pour ces contrats-là sur 13 ans. Comment tu peux donner 100 millions à une business dont le siège social est dans le sous-sol d'une maison? Et comment tu peux, surtout, le donner une fois, ça va? Donner 2 contrats, 3 contrats, 100 contrats, puis pas une vérification. Là. Personne qui est allé faire un tour dans l'entreprise, voir, ouais, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de millions depuis un bout. C'est sérieux. On se rend compte qu'il y a soit il y a aucune vérification qui a été faite par pure négligence, ou encore qu'il y a des gens qui étaient au courant, puis qui ont décidé sciemment de ne rien faire dans ce dossier-là. Là. C'est toujours ce qui est rapporté. Puis entre-temps, mais on a eu du nouveau aujourd'hui, là, alors que devant le comité des comptes publics, on a dû rendre certains comptes, notamment du côté de celui là, qui occupe en ce moment le poste par intérim de directeur de l'Agence des services frontaliers du Canada. On comprend un poste qui est non seulement important, névralgique, mais aussi pas mal dans l'eau chaude ces temps-ci avec tout ce qui se passe dans les frontières canadiennes. Et monsieur le Chulaka Aiperuma, qui a dû témoigner, lui, a déjà participé, entre autres, au printemps 2020, à une fameuse dégustation de whisky virtuel qui s'est tenue, organisée par qui? Par GC Strategies, justement, pour discuter des contrats d'Arrive-Can. Et c'est là qu'on apprend qu'il y a personne
personne qui a jamais rapporté qu'il y a eu là, des fonctionnaires de tous ceux qui étaient impliqués là, du côté d'Arrive-Can, c'est-à-dire les 2 hommes qui, pour l'instant, sont suspendus, là, ni plus ni moins, M. McDonald et M. Utano, et ces 2-là étaient avec, donc, cet homme-là, M. Ayla Peruma, qui est venu témoigner aujourd'hui, puis les 3 ont participé à ça. C'est un cocktail, c'est organisé par un fournisseur, JC Strategies, personne n'en parle. Les parties virtuelles, c'est-à-dire que chacun était chez eux, là, c'était la pandémie, et je comprends que JC Strategies envoyait des excellents whisky à chacun. Oui. Parce que là, tu peux pas... je veux dire, déguster dans ton Zoom, écran, c'est tough, on se comprend. Zoom, ouais, tu peux pas shipper du whisky par Zoom. Donc, chacun faisait parvenir du whisky. Je suppose qu'ils devaient pas leur faire parvenir juste le petit flacon, l'once. Non. Ils devaient leur faire... ça devait être la bouteille. Puis là, ils faisaient ensuite de ça, ils se réunissaient puis ils faisaient la dégustation. Là. Voilà, puis il y a même eu une rencontre dans un restaurant, le Joey Rideau, à Ottawa aussi, avec justement les 2 hommes derrière JC Strategies et les 2 seuls hommes derrière JC Strategies, Christian Firth et Darren Anthony. Donc là, on explique, lui dit que c'est une erreur de jugement, il a pris part à ces événements-là sans parler de ses supérieurs. On se rend compte que ni les 2 gars suspendus, ni lui... C'était les 3 en charge d'Arrive-Can. Il dit que c'était des grosses journées. On voulait se détendre après une longue journée de travail, socialiser avec nos collègues. Ça faisait du bien pendant qu'on travaillait fort sur Arrive-Can. Tiens, c'était avec les 2 gars de JC Strategies. Puis personne n'a été mis au courant nulle part dans toute la hiérarchie que ça s'est fait avec eux. Disons que c'est une avalanche là, de détails qui deviennent de plus en plus incriminants et compromettants. Ça va prendre des arrestations. Mais ça, aujourd'hui, ça a quand même replongé l'Agence des services frontaliers quand même dans une certaine controverse parce que c'est quand même là que ça s'est passé. Là. C'est là que les contrats... c'était l'agence responsable de ce contrat-là. Puis... c'est l'agence qui se passait rien au port de Montréal. Je sais pas trop l'agence des services frontaliers là, jusqu'à quel point c'est depuis quelques années ça a été mené à 1 là. J'ai mes petits doutes. L'enquête de la GRC. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, c'est drôle de dossier, là, celui d'une diététiste nutritionniste qui est radiée officiellement 3 mois. Des histoires qui me font toujours sourire, Mario, quand on rapporte des propos non scientifiques du côté de certaines personnes qui sont censées être affiliées avec la science. Là, c'est la décision qu'a prise le Conseil de l'Ordre des diététistes nutritionnistes. C'est ça, dans le cas des diététistes, il y a un ordre professionnel. Il y a un ordre professionnel, absolument. Là. Puis c'est Andréane Martin qui se fait donc radier 3 mois parce qu'elle a, entre autres, participé à l'hiver 2023, donc l'hiver passé, à la semaine des 4 juillet à Novo. Faisait quelques apparitions à l'émission. Là, c'est mise à dire qu'il y avait des liens entre la nutrition, le microbiome de l'estomac, donc, et la santé mentale. Ce qui n'a pas de fondement scientifique du tout. Même si elle l'a affirmé et confirmé, ce sont des propos scientifiques. Là, c'est prouvé par la science. Alors qu'elle expliquait tout ça. Et là, elle a prêté son nom, en plus de tout ça, à Yuzu Sushi puis Bioca Plus, là, qui est une marque comme de petits breuvages, là, au printemps 2023. C'est pour l'intestin. Là, c'est comme la flore. Là, c'est exact. Ça, exactement. Elle est devenue porte-parole. Prêter son nom pour des marques. Le problème, c'est que tu perds ta neutralité puis ton impartialité dans le métier lorsque tu fais ça. En plus que lorsqu'elle faisait la promotion du restaurant de sushi, elle était enceinte. Sa promotion comprenait que c'était les plus nutritionnels puis les meilleurs que tous les autres sushis de tous les autres restaurants. Alors que les sushis, le poisson cru est déconseillé aux femmes enceintes. Oui, fortement déconseillé aux femmes enceintes. Disons que c'était pas de la bonne publicité qu'elle faisait. Puis là, après ça, elle fait de la promotion de l'analyse des sels, de l'analyse de vos déjections en disant que ça personnaliserait les recommandations nutritionnelles de tout un chacun, ce qui n'a pas de fondement non plus. Donc bref, elle n'est pas partie sur une dérape complotiste, mais elle a fait un manque de nuances et de rigueur scientifique. Puis on précise que elle avait reçu un avertissement en 2020. C'était jamais conformé. Donc, 3 mois de radiation, c'est une sentence tout de même clémente là, pour la jeune femme. Actualité. Grosse perquisition aujourd'hui pour les policiers qui ont saisi dans un condo du Vieux-Montréal là, hier soir, tard, 100 kilogrammes de cocaïne. Là, c'est pas juste... Ça vaut 3 fortunes. Là. Mais la valeur de la saisie au complet, là, on se comprend, parce qu'il y avait comme 230 000 $ en argent comptant, du cristal meth, du crack, MDMA, cannabis, mais tout ça, c'était comme marginal. Là. La somme totale de ce qu'on a perquisitionné, c'est 2,5 millions de dollars de valeur. On se comprend que la majorité est dans les 100 kilogrammes de cocaïne. Donc ça, c'était destiné à
être redistribué un peu partout dans la province pour le reste du trafic. C'est là qu'on voit à quel point c'est pas des petites quantités de drogue quand même qui s'écoulent dans le pays là, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, perquisition majeure qui s'est opérée là, du côté de la police. Un gros coup. Économie. Un pas de côté. C'est comme ça qu'on décide d'appeler ce que fait en ce moment la municipalité des îles de la Madeleine. Pas un pas en arrière, Mario. On recule pas. Mais là, à moins que tu veuilles te pogner avec le maire des îles, Antonin Valiquette, Mario. Là, parce que lui... Je l'aime bien, mais c'est pas dans ma tête, c'est un recul, ça. Ouais, parce que... On va vous laisser vous en juger. Je vous explique. Là, vous vous souvenez ce dossier de la fameuse passe Archipel, les redevances de 30$ qu'on voulait perquisitionner aux gens qui venaient là, jusqu'aux îles pour aider, entre autres, à financer là, la lutte contre l'érosion des berges, la gestion des déchets. Bref, tous les coups qui sont en train d'avoir beaucoup de visiteurs qui viennent chaque année. Puis on promettait aussi d'améliorer les infrastructures touristiques avec cet argent-là. Voilà. C'était 30$ par personne. Il y avait un prix familial, mais 30$ par personne, en gros, pour rentrer aux îles. Mais là, on annonce officiellement que pour 2024, ça ne sera pas obligatoire. Ça va se faire sur un système d'honneur. Donc, vous pourrez donner 30$ si vous vous rendez jusqu'aux îles de la Madeleine. Même affaire que ce qui était prévu. Vous utilisez l'espèce de petite application qui va être conçue à cet effet pour donner 30$, mais vous n'êtes pas obligé. Pour 2024, vous ne serez pas obligé. Et là, du côté du maire Valiquette, on explique là, que c'est des défis opérationnels là, qui font en sorte qu'on est obligé de revenir là-dessus en disant que l'Agence fédérale de transport Canada est censée là, être capable de gérer là, donc cette ponction d'argent qui se fait. Ils sont censés avoir un agent à l'aéroport, par exemple, pour contrôler les entrées sur le territoire, puis que ça n'a pas été fait à temps, que les négociations sont pas parvenues, et donc on pourra pas la mettre de l'avant. Ça peut être en partie vrai, mais j'ai l'impression qu'ils ont été quand même surpris par l'opposition. C'est mon feeling. Oui. Et que dans l'état actuel des choses, il y a eu aussi, parce qu'il y a eu toutes sortes d'oppositions. Il y a des gens qui ont eu une opposition idéologique, le plus à l'Éric Duhaime, mais moi, j'ai reçu aussi des témoignages de gens qui étaient très, très, très contre ça et qui sont des Madelinos. Mais des Madelinos qui travaillent à Montréal ou qui travaillent à Québec ou qui vivent plus aux îles, mais qui, depuis toujours, systématiquement, passent l'été aux îles ou un mois. Retournent chez eux, la famille, les amis. Leurs parents sont là, frères, sœurs, parents plus âgés sont là. On retourne voir papa et maman durant le temps de l'été, le temps des vacances. Fait que, ces gens-là... je pense pas que c'est parce qu'ils sont à 30$ près. C'était quasiment comme plus une insulte de dire, parce que moi, ma maison principale maintenant est rendue à Québec ou à Montréal. Là, on me charge pour retourner chez nous. Là, fait que il y avait peut-être un peu toutes sortes de frustrations. Peut-être que c'est vrai au niveau opérationnel qu'on n'est pas prêt. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce que ça va donner le facultatif? Parce que ça, là, ça se peut que les gens payent à 80%, puis ça se peut que les gens payent à 2% aussi. Là, que personne paye. On aimerait avoir 30$, s'il vous plaît, mais vous n'êtes pas obligé. Je connais peu l'instance où ça a fonctionné, ce genre de marketing-là. Sauf que là, c'est quand même un voyage aux îles. Je pense quand même qu'il y a des gens qui vont se dire, moi, là, tu sais, comme on en a parlé souvent, c'est pas gratuit. T'es allé aux îles, t'as déjà pris un avion, sinon t'as fait 12 heures de route plus le bateau. Il y a personne qui peut aller aux îles dire, moi, ça m'a coûté 6$, là. Non. On se comprend, c'est déjà une dépense. Est-ce que d'en rajouter une, par contre, ça risque de rebuter? On verra à la fin de l'été, Mario. Le Monde. C'était aujourd'hui que se poursuivait le témoignage, mais surtout le contre-interrogatoire de Michael Cohen, ex-pitbull de Donald Trump, son avocat et homme à tout faire, qui finalement a retourné sa veste de bord et témoigne maintenant contre lui dans son procès. Je rappelle, dissimulation là, de montants, manipulation de dossiers comptables dans les entreprises de M. Trump pour masquer ce paiement de 130 000 $ à la star du X, là, Madame Stormy Daniels, de son nom de scène. Et là, hier, c'était tout un témoignage percutant, puis aujourd'hui, on s'attaquait à une chose, encore et toujours, du côté du contre-interrogatoire, Mario, la crédibilité de M. Cohen. On veut vraiment le faire percevoir comme le gars le plus véreux, visqueux, menteur, tricheur, corrompu. Il y a de la matière en masse pour te faire passer pour ça. Là. On se comprend que c'est pas une fausseté complète. C'est une partie de sa vie. Lui se veut repentant là, et être là pour faire passer à la justice M. Trump. C'était toute une journée très politisée, entre autres, parce qu'il y a eu même le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est venu jusqu'au palais de justice de Manhattan pour dénoncer une instrumentalisation de la justice contre M. Trump. Bref, l'intensité de tout ça n'a pas diminué.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Toute la journée, on a parlé de l'espèce de panique qui s'est installée dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord parce que le gouvernement, on n'est même pas à l'étape de restreindre complètement le recours aux agences privées pour louer du personnel en santé, mais on est à l'étape de resserrer la tarification des agences, mais juste ça, on dit on pourrait perdre beaucoup d'infirmières d'agences au point qu'on doit fermer des départements, des services dans les hôpitaux de la Côte-Nord. L'urgence qui va être quasiment sur du 9 à 5. Écoute, ça se peut quasiment pas. Bécomo, la pédiatrie, la pouponnière fermée. C'est clair, le ministre de la Santé veut, puis il n'y a pas tort, il y a eu comme un abus de certaines agences privées. On a eu beaucoup recours aux agences privées. Là, aujourd'hui, elles font un peu la pluie et le beau temps. Mais tout le principe de dire à partir d'octobre 24, donc octobre prochain, jusqu'en 2026, là, on se donne 2 ans au ministère de la Santé pour faire en sorte que on n'ait plus du tout recours aux agences privées. Et donc, on espère que le personnel infirmier, notamment, va retourner avec joie et bonheur travailler dans le public. Le problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. Et à ça s'ajoute une réelle pénurie de main-d'œuvre. Et je voulais te parler de ça parce que j'ai animé toute la journée une conférence, un colloque sur les ressources humaines en Montérégie, organisé par Service Québec. Et je trouve ça intéressant dans la mesure où là, je pense que tout le monde se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Parce que le monde du travail a changé. Les employés aujourd'hui ont le bon bout du bâton. C'est plus les patrons puis les gestionnaires qui décident, Mario. Ils doivent, eux, ils sont en mode pitch, là, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour retenir mes employés? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer des nouveaux employés? Puis le gouvernement, c'est un important employeur. Là, mais de plus en plus, le gouvernement semble être, je vais te dire poliment, je dis pas un mauvais employeur, mais un employeur qui a de la misère à créer ces conditions là, tu sais que c'est le fun de travailler. T'entends pas beaucoup de ministères ou d'organismes gouvernementaux, peut-être certaines sociétés d'État un peu plus, mais mettons, la santé, l'éducation, même sur les lignes de piquetage, tu leur signes une convention, tu leur donnes tout. Les gens détestent leur travail, détestent leur employeur, détestent toute l'organisation, les bas. Tu sais, on dirait que dans un hôpital, tout le personnel haït l'hôpital. Tout le monde chiale, c'est ça. Mais je pense qu'on a créé une culture aussi tu sais, il y a un peu de culture de chialage au Québec dans certains milieux d'emploi. Puis je pense que les dernières années ont vraiment beaucoup empiété sur la santé puis le bien-être de certains types de travailleurs. Tu sais, qu'on pense en éducation, en santé, ça a été très difficile. Tous ceux qu'on a appelés les anges gardiens, puis les essentiels, ils ont quand même payé le prix de ce qu'on n'avait pas. Tu sais, quand est arrivée la pandémie, on l'oublie, là, mais c'est important de le rappeler. Quand est arrivée la pandémie, on avait déjà un enjeu de main-d'œuvre. Le marché du travail était déjà en transition. Puis on regardait ça, puis on niait qu'il y avait cet enjeu-là. Nous arrive la pandémie, boum, là, soudainement, il faut se réinventer. Il faut se patenter quelque chose qui est un mode hybride. Là, ça épuise le monde. On leur dit, là, il manque de monde. Il y a plein de monde qui sont malades, qui ont la COVID. Écoute, tu perds 30-35% de ta... Tu sais, là, ils sont brûlés. Puis là, aujourd'hui, on parle de bien-être. Tu sais, puis c'est ça aussi. Et est arrivé, c'est drôle parce qu'il y avait un conférencier aujourd'hui qui est une sommité au Québec et qui travaille beaucoup en France, passe la moitié de sa vie à donner des formations en ressources humaines aux Français. Il travaille beaucoup aussi au Canada, dans le reste du Canada. Jean-Pierre Brun, qui enseigne à HEC, à l'Université Laval. Il a écrit plein de livres. Puis il expliquait aujourd'hui qu'avant la pandémie, on était my job. C'était mon travail qui était le centre de ma vie. Puis tout le reste, là, on l'organisait autour pour que mon travail fonctionne. Et de my job, c'est passé à my life. On l'a dit en anglais, puis je vous le traduis là, parce que ça part d'études anglaises. Et donc, c'est passé de mon travail à ma vie et mes vies. Donc aujourd'hui, le travail est un des éléments. Il doit s'insérer dans ma vie. Mais il faut que ça fitte entre mes enfants, ma charge mentale, mes rendez-vous chez le dentiste, mon soccer, mon hockey, mon rendez-vous chez l'ostéopathe, mon rendez-vous chez le garage. Tu sais, il y a comme... Puis accessoirement, m'a travaillé, tu sais. Puis peut-être pas 5 jours semaine, peut-être 4, peut-être 3. Ce qu'ils prédisent, puis d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit aussi l'équilibre des vies a changé. En 2000,
2002, il dit 26,8% des gens disaient que leur vie était déséquilibrée, ou en tout cas que ça passait par un équilibre, que l'équilibre devrait être vraiment une valeur. Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des travailleurs qui disent « Oh, attention, moi, je veux que ma vie soit équilibrée. Je n'accepte plus de déséquilibre. » T'acceptes pas de déséquilibre, ça veut dire que t'acceptes pas de temps supplémentaire obligatoire, ça, c'est pas possible. T'acceptes pas des conditions, ce que ton patron, tu sais, nous, on est des ex. Nous, là, on nous a dit, comptez-vous chanceux si vous travaillez un jour dans la vie. On acceptait n'importe quel job. On travaillait 2-3 fois plus. Ben, toi, 2, moi, 3, parce que je suis une fille. Tu comprends? Non, mais on a vu nos parents travailler aussi, c'est pas ça. Puis on a eu l'exemple de nos parents qui travaillaient fort. Ça, c'est sûr, t'as raison. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont quand même eu les exemples de nous qui travaillons pas mal fort, tu sais, qui sommes des éternels pigistes. C'est vraiment notre génération. Mais eux, ils se disent, un instant, pourquoi ne pas avoir 5 jours de travail de ma maison? Je vais être aussi productif et tout. Et là, arrive, il y a un des conférenciers aujourd'hui qui parlait d'une nouvelle étude qui vient de sortir là, ces jours-ci du Boston Consulting Group, qui est vraiment très intéressante parce qu'elle dit que d'ici 3 ans, c'est demain. Oui, là, 3 ans, c'est pas long. D'ici 3 ans, 46% des employés, des travailleurs vont avoir besoin de ce qu'on appelle le upskilling, c'est-à-dire, on va dire, du perfectionnement. À cause de l'intelligence artificielle, à cause des changements technologiques. Là. Exact. Et on sait bien qu'on est tous à peu près illettrés d'un point de vue techno. Écoute, c'est énorme, ça. Ça, si on pense qu'aujourd'hui, on a des enjeux, attends tout à l'heure. Mais je veux dire, on va frapper un mur magistral. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut agir, tu sais. Mais je reviens au réseau de la santé. Oui, parce qu'un des paris du gouvernement, tu l'as dit en commençant. Ouais. On veut plus faire affaire avec des agences. On veut plus être mais c'est parce qu'il y a eu de l'abus. Oui, on veut plus être dépendant des agences. Donc, on se dit, on va couper le recours aux agences. L'infirmière qui travaillait en agence, son téléphone ne sonnera plus, elle n'aura plus d'heure. Donc, si elle veut gagner sa croûte, il va falloir qu'elle revienne au CIS ou au CIUS, dire... Je voudrais retravailler ici. Oui. On se rend compte. C'est ça. Bon. La vérité, la vraie question, c'est... Elle l'appellera pas, là. C'est ça. Est-ce que l'infirmière qui travaillait en agence, que l'agence n'a plus de contrat, donc elle peut plus travailler en agence... mieux payée. Est-ce qu'elle va retourner à l'hôpital ou elle va se dire, sais-tu, je vais aller faire mon cours de agent immobilier puis je vais vendre des maisons. Ouais. J'ai un inventeur, mais n'importe quoi d'autre, je vais aller travailler. Est-ce qu'elle va carrément... Ou peut-être technicienne en pharmacie, parce que j'entendais la sortie de... Le président de l'Association des pharmaciens du Québec disait aujourd'hui, il manque 3000 pharmaciens. Puis il disait, là, on va avoir on a un nouveau cours, là. D'ailleurs, le premier technicien en pharmacie, il sort ces jours-ci, apparemment. Puis il dit, ils vont pouvoir... on a besoin, là. T'sais, alors, ça va devenir une job intéressante parce qu'il dit, les pharmaciens, c'est la première ligne aussi. C'est une des premières lignes en santé. Ils ont fait je sais plus combien je pense que c'est quelque chose comme 1,5 million de consultations aux patients. Tu sais, quand tu dis, je vais pas aller à l'urgence, j'ai pas de médecin, mais aller demander à mon pharmacien. Maintenant, tu peux pour certaines choses mineures, ils ont fait vraiment beaucoup d'interventions, l'équivalent de 5 millions de prescriptions. Fait que c'est important, là. C'est un lot de patients qui ont été là, puis que ça les a soulagés temporairement, puis peut-être que ça a réglé leurs problèmes de santé. Fait que là, on dit, allez faire un cours technique de pharmacie. Vous êtes peut-être pas pharmacien 4 ans d'université, mais une technique au cégep, ça peut aider. Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est ça qu'il va falloir aussi. Il va falloir ouvrir, puis peut-être un peu plus de flexibilité sur certains types de travail. Puis tu sais, les chasses gardées là, de certains... Tu te souviens, à l'époque, les médecins... Là, qui voulaient pas donner un pouce aux infirmières. Là, aujourd'hui, on est en train de dire, les infirmières, on va leur en donner un petit peu plus parce que là, tu sais, quand t'es plus capable de respirer, faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne de l'air. T'sais. Ça s'est quand même fait sur une période de 25 ans. 25 ans, ça a pas été vite, non, ça n'a pas été vite. On y est arrivé. Ouais. Isabelle, merci. Merci, Mario. À demain. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Il y a eu un investissement aujourd'hui annoncé par M. Trudeau lui-même dans la filière batterie, mais de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Et ça commence, tu sais, comme commencer des filières comme celle-là, c'est qu'on sent que le momentum là, en ce moment, il est malheureusement pas au Québec. Puis c'est un petit peu drôle de voir cette annonce là, de 1,6 milliard de dollars, donc qui se rajoute là, à toutes les annonces qu'on a eues. Là, je pense que c'était 15 milliards là, le mois dernier de Honda. Donc qui s'ajoute évidemment, c'est complémentaire là, à l'investissement de Honda, ce nouvel investissement
investissement-là qui a été annoncé aujourd'hui. Et ce qui est dans la région d'où aujourd'hui, c'est Niagara Falls, je pense, dans ce coin-là? Falls, là, ouais, je me rappelle plus le nom exactement de la place. C'est pas Niagara Falls en tant que tel, mais c'est dans ce coin-là. Et donc, ils vont essentiellement fabriquer ce qu'on appelle des séparateurs de batteries. Là. Donc, c'est encore une fois vraiment différentes composantes, Mario, qui ultimement vont être assemblées là, dans une totalité pour fabriquer des véhicules électriques. Donc, encore une fois, là, c'est ce qu'on voit. Puis ce qui est intéressant, Mario, c'est que là, cette fois-ci, c'est vraiment, il semble-t-il, à l'initiative de l'entreprise. Là. Donc, ça a été beaucoup moins, comme on l'a entendu pour Nordvolt et d'autres projets au Québec, le résultat d'une offensive de charme. C'est vraiment la compagnie japonaise Asahi Kasei qui a choisi de venir s'installer en Ontario pour profiter un peu de la proximité de tous ces autres acheteurs, là, demandeurs qui vont être dans la région. Et puis donc, encore une fois, une drôle de nouvelle. Puis parallèlement à ça, tu as sûrement vu, mais il y avait M. Legault là, qui faisait une tournée d'un site. Là, hier, il était allé à Bécancour et il a son chapeau. Oui, mais il a tenu à rassurer Bécancour parce que bon, l'investissement de Ford, lui, il n'est pas abandonné, mais il est sur la glace. Mais là, on était chez l'autre, GM POSCO, qui lui suit son cours. Exact, mais c'était juste tu sais, en deux nouvelles en 2 jours, là, d'un côté, un premier ministre qui sent un peu l'obligation de venir rassurer, tu sais, la filière en disant, oui, ce projet-là est sur la glace, mais on continue, les projets vont bon train. Et évidemment, en Ontario, qu'on annonce encore une fois, la valse des milliards qui se poursuit. J'ai pas réussi à avoir les chiffres, là. Apparemment, il va y avoir des crédits d'impôt et autres, là, mais j'ai pas réussi à avoir les chiffres exactement là, de ce que l'Ontario et le gouvernement fédéral allaient investir dans ce nouveau projet. Les mesures protectionnistes du gouvernement américain, c'est pour se protéger cette fois-ci de la Chine. Oui, exactement. Ben, cette fois-ci... oui, c'est pas la seule, oui. Ça s'ajoute, là, puis plusieurs personnes là, qui sont attentives là, à l'économie américaine puis à la relation entre les États-Unis et la Chine voient dans ce qui a été annoncé aujourd'hui par M. Biden vraiment une prolongation des mesures qui avaient été lancées par M. Trump là, il y a quelques années de ça. Donc, on est un peu comme dans la continuité de cette logique-là. Ce qu'on vise essentiellement... Probablement que politiquement, on veut couper l'herbe sur le pied de Trump aussi, qui proposerait de faire la même chose pour dire on l'a déjà fait. Là. Oui, certainement. Là. Puis ben, évidemment, tout ça sur trame de fond là, dans les dernières semaines, les derniers mois. Même Elon Musk, là, qui est comme un peu la figure de proue de l'électrification des automobiles individuelles aux États-Unis, qui a carrément dit si on fait rien, on va se faire démolir par la concurrence chinoise. J'écoutais un blogueur là, qui était en Chine là, pendant quelques semaines, qui a essayé 12 différents modèles, puis il disait, tu sais, je ne dirais pas à radio ce qu'il disait, mais tu sais, on est dans la marde. Tu sais, grosso modo, c'est des véhicules de qualité, avec une finition... Donc, il avait aimé les véhicules électriques chinois. Puis tu sais, qui sont à 20 000 $. C'était comme... Ça avait pas rapport. Là, il était bien traumatisé quasiment de son voyage en Chine en disant que ce sont d'excellents véhicules. Les mesures qui ont été annoncées par M. Biden s'appliquent aussi à d'autres biens. Je trouve ça un peu dommage, personnellement, Mario, parce que ça va s'appliquer notamment aux panneaux solaires, là, puis à des composantes de panneaux solaires. Puis la Chine est le leader là, incontesté. Là, je pense qu'ils sont 80% de la production mondiale des panneaux solaires. Tant mieux pour protéger l'industrie américaine, mais ce que ça veut dire, c'est que moi, là, qui a ce vague projet d'en mettre sur ma maison, ils vont me coûter pas mal plus cher parce que... Oui, parce que des tarifs douaniers, en bout de ligne, c'est le consommateur qui ramasse. C'est ça. Puis, évidemment, M. Biden dit protéger l'industrie puis les jobs, mais ultimement, ce que ça fait, c'est que ça va faire moins de concurrence sur les marchés. Puis, même sur les véhicules, là, je suis très fier là, qu'on ait des industries locales puis tout ça, mais ultimement, le consommateur qui aurait sans ça eu le choix entre une super auto chinoise à 23 000 puis un Ford à 70 000, tu sais, il y aurait eu plus... Alors que là, en appliquant des tarifs additionnels, ben, mais comment la Chine arrive à des prix aussi bas? C'est les salaires? Les salaires, évidemment, une grande efficacité de production. Puis ils ont beaucoup de matières premières aussi, ils ont le lithium. Oui, puis certains disent, là, puis tu sais, j'ai pas tous les détails de chaque compagnie là, chinoise, le BYD qui est en... Mais BYD, Linio... Ils perdent des milliards de dollars, comme tous les autres, là, mais tu sais, certains pensent que c'est notamment d'une forme de dumping qui est alimentée par de l'argent facile de l'État chinois. Et donc, c'est là où éventuellement ça pourrait être justifié, en théorie économique, du moins, là, qu'on mette en place des tarifs là, pour prévenir ce dumping-là de véhicules sur notre territoire nord-américain.
Et tu nous parles régulièrement de cette concurrence entre Boeing et Airbus, qui pendant des années était une concurrence de géants qui fournissaient quasiment d'égal à égal. Oui, puis parce qu'ils fournissaient une qualité qui était d'égal à égal, et les problèmes de qualité chez Boeing qui continuent à faire des dommages. C'est hallucinant, je t'en avais parlé, je pense le mois dernier, là, j'ai fait un peu un tracking mensuel, puis là, ces derniers jours, on annonçait essentiellement les livraisons de nouveaux appareils. Écoute, c'est quand même fou, là, moi dans ma tête, Boeing, c'est gigantesque, c'est des milliers et des milliers d'avions. En avril, ils ont fabriqué toute la compagnie 24 appareils. Boeing a livré 24 avions. Oui, ça va pas du tout. Là. Pendant ce temps-là, Airbus, ça peut 116 ou quelque chose, pour donner un ordre de grandeur. Depuis quelques années, il y a un décrochage là, entre les deux quantités produites, mais là, on est comme au quart de la production. Puis si on regarde pour les 4 premiers mois, c'est un peu la même proportion. Là. Je pense que Boeing est au tiers, là, à 100 ou un peu moins appareils, alors que Airbus est dans les plusieurs centaines. Donc vraiment, là, c'est plus une rivalité, là, on peut dire ça comme ça. Évidemment, Boeing fait valoir qu'ils corrigent des erreurs là, dans la qualité, dans la production, puis ils vont reprendre le rythme. Mais tu sais, dans ces industries-là, le retard que tu accumules, souvent, il est très difficile à rattraper dans le temps. Il y a des compagnies... C'est comme perdre une saison touristique. Ça se rattrape un peu. Le temps, à un moment donné, il est passé. Ils peuvent pas produire plus, eux. Là. Puis je suis surpris. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais le prix de l'action a pas tant baissé. Là. On dirait que c'est une immense compagnie là, qui vaut 100... Il avait déjà baissé beaucoup. Mais là, depuis la période la plus longue, là, près d'un an, là, ou depuis le début de l'année, à peu près 30%, ce qui est beaucoup pour une compagnie de cette taille-là. Mais tu sais, franchement, d'avoir des chiffres comme ça, j'ai hâte de voir les états financiers du premier trimestre, Mario. Mais tu sais, c'est certain là, qu'ils vont commencer à accumuler des pertes avec des nombres de livraisons comme ça. L'argent ne rentre plus dans la compagnie et ils ont des dizaines de milliers de salariés, des infrastructures majeures. Mais qu'est-ce que tu dis, ils ont livré 24 avions, mais les compagnies aériennes, là, tu sais... Ceux qui ont des commandes de Boeing, là, je comprends que quand tu as commandé, c'est une commande ferme. Tu as signé, je vais t'acheter. Mais tu dois quand même dire à Boeing, hey, là, tu me livres pas. Moi, je vais transporter des passagers. Je veux pas avoir clauses. C'est sûr qu'il y a des clauses. Il y a même une compagnie, je pense que c'est All Japan Airways, qui ont annulé carrément une commande. Puis tu te rappelles la compagnie Lynx Air au Canada, là, il y avait quand même une trentaine d'appareils en commande. La compagnie a fait faillite. Mais donc, ça s'enlève du carnet. Ça reste, Mario, là, que ces deux compagnies-là, all in all, ils ont comme 6000 appareils en commande. Fait qu'ils manquent pas de job dans le futur. Mais comme tu le dis, à un moment donné, s'ils ne livrent pas, s'il y a des problèmes de qualité, il y a plusieurs avionneurs qui pourraient changer un petit peu de musique là, puis choisir Airbus à la place. Puis ce qui est bizarre, c'est les problèmes de qualité sont graves partout. Oui. Mais mettons les problèmes de qualité chez les brosses à dents. Passe encore. Les problèmes de qualité chez les brosses à dents, bof, là, on en parle. Ouais. Mais les problèmes de qualité sur les avions, ça déplaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux consommateurs. Ouais, puis tu sais, il y a eu des affaires graves, là, mettons la porte et tout ça, mais là, c'est comme, on dirait qu'il y a comme une espèce de recherche actuellement. Là, tu sais, j'ai vu des vidéos sur TikTok, là, un hublot qui est comme fracturé, tu sais, comme mon Dieu, c'est Boeing, c'est pas cool. Il lançait une affaire dans l'espace là qui a dû être retardé. Bref, anyway. Si c'est Boeing, on est toujours plus inquiet ces semaines-ci. Voilà. Hey, salut, à demain. Marie. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Donc, le gouvernement veut mettre fin aux agences de placement en santé sur la Côte-Nord, notamment. Cri d'alarme des médecins aujourd'hui qui parlent d'une catastrophe, d'une crise sans précédent. Le problème va se poser en Abitibi également. Un premier sujet choc pour nos analystes. Le retour de Mario, qu'on souligne bien reposé. On le voit tout de suite sur son visage. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, la main-d'œuvre indépendante sur la Côte-Nord, c'est 600 employés, ultimement, qui vont manquer à l'appel. Les impacts sont lourds, importants. Écoutez. À partir du 19 mai, je ferme la moitié des salles d'opération sur la Côte-Nord, des services que j'aurais offerts 48 heures avant. Là. Je trouve ça un peu désolant pour ceux qui sont obligés de venir à l'hôpital. Là. Pour le personnel qui travaille dans l'hôpital, pour moi, c'est toujours important que ce soit du personnel local, du personnel qui vient des agences. J'ai jamais été pour ça. Bon, première impression, selon vous, est-ce que le gouvernement est allé un peu vite en affaires avec les risques qu'on fait courir à la population? Vous en pensez quoi, Emmanuel? Je pense que peu importe la façon dont le gouvernement a procédé, il y aurait eu ce choc et ce moment de fracture. À partir du moment où tu décides que c'est terminé,
qu'il faut sevrer le réseau de ces agences, la réalité, c'est qu'il y a un moment de cassure qui va arriver, là. Et s'il va y avoir un mauvais moment passé, je pense qu'on savait tous que ça allait arriver. Et là, c'est le premier test de ça. Mais les agences n'allaient jamais coopérer, on s'entend, à faciliter cette transition-là. Puis M. Dubé a raison de tenir la ligne dure. À l'époque, quand on les a fait rentrer dans le réseau de la santé, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert une porte, une fenêtre, puis on défoncé la porte, puis on pris le réseau en otage. Alors, si M. Dubé se met à négocier puis à tempérer maintenant, bien, il peut renoncer à sa réforme. Là. Ouais. On a vu la réaction du ministre Dubé sur les réseaux. Hein. Il a écrit « Le réseau est à la merci d'entreprises qui ont passé des années à nous menacer de bris de service, à augmenter leurs tarifs. Nous devons y mettre fin comme nous nous y sommes engagés. Pas le moment de reculer. » Et vous voyez aussi l'impact de la nouvelle loi sur les services. Notre réalisateur va nous montrer le tableau. C'est quand même énorme, la capacité limitée aux urgences, des fermetures, fermeture à la moitié des salles, des lits, diminution des soins à domicile. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, Mario, mais est-ce qu'on a tenu compte des réalités régionales? Parce que c'est un des points là, des médecins aujourd'hui. Ouais. Mais eux-mêmes, les médecins, les gens de la région sont très partagés. Ils disent on soutient l'objectif du gouvernement, mais on considère qu'il n'a pas tenu compte des réalités régionales, mais ils n'ont pas vraiment de solution miracle non plus. Si on veut faire le changement, à un moment donné, il faut que tu donnes le coup de volant, même si ça brasse dans le véhicule, il faut que tu donnes le coup de volant. Ceci dit, le grand défi, au fond, c'est est-ce que... Pensons-y par la logique. Le gouvernement arrête de faire affaire avec les agences. Donc là, on donne plus d'heures de travail, on donne plus de contrats aux agences. C'est que les agences arrêtent d'appeler les infirmières, de leur donner du travail. Ouais. Donc on fait le pari que l'infirmière, n'ayant plus de travail, mais pour gagner sa croûte, va venir sonner à la porte du CIS ou du CIUS puis dire, je veux revenir dans le réseau. C'est ce qu'on espère qui va arriver. Il semble que ça commence à se faire un peu. Alain nous donnait des chiffres les infirmières... justement, Mario. Alain nous donnait des chiffres, 2400 sur 10 000 dans les 3 derniers mois. Oui. Le problème, c'est que dans une région comme la Côte-Nord, si c'est des infirmières de Québec ou de Montréal, elles peuvent décider d'aller travailler dans le réseau, dans leur région, pas aller sur la Côte-Nord, ou pourraient aussi carrément décider, regarde, moi, là, je veux pas travailler dans un CIS, je veux plus travailler dans le réseau de la santé, je vais aller faire mon cours d'agent immobilier pour me faire d'autres choses. Et ça, c'est le défi du gouvernement avec des incitatifs ou je sais pas quoi, de les ramener. Des primes, mais c'est ça, Paul, il faut que la mobilité fonctionne, puis que les employés soient attirés par les conditions de travail au public. Ah oui, certainement, mais tout le monde, ou à peu près, souhaitait la fin ou le contrôle de ces agences de placement. Ça entre en vigueur. Et la réalité, elle est simple. C'est que les citoyens de la Côte-Nord, mais aussi, estimez pas ce qui se passe en Abitibi, Sainte-Terre, Amos notamment, les citoyens sont pris en otage en ce moment, dans un bras de fer qui est en cours entre ces agences-là. Et la question de fond est la suivante. Y a-t-il, oui ou non, un mouvement concerté des agences de placement ou des employés des agences de placement en ce moment qui cherchent à faire pression pour faire casser ou reculer le gouvernement. Ouais. Et ça, au détriment et sur la santé des citoyens qui nous écoutent. Donc, le feu est pris. C'est extrêmement grave, extrêmement sérieux. Imaginez sur la Côte-Nord, là, de devoir venir être hospitalisé à Québec où on annule déjà les blocs opératoires fonctionnent à 50% de leur capacité. Imaginez la situation. Il faudra probablement une réponse exceptionnelle du gouvernement et la réponse aussi aux questions que je posais. Là, pourquoi on en est là aujourd'hui? Mais ce sera probablement, Sophie, si vous permettez, un des premiers grands tests, je pense, de Geneviève Biron et de l'Agence Santé Québec, parce que c'est exactement le genre de truc où le gouvernement donne une orientation, finit les agences, puis après ça, il faut le mettre en place. Il faut opérer. Puis réussir à le faire sans bris. Ce qui complique les choses, il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'entente en ce moment avec la FIC. Et quand le gouvernement veut de la flexibilité, c'est pour pouvoir être capable de déplacer des infirmières comme ça vers ces régions-là. Ouais. Ces agences-là reposent sur le fly-in, fly-out. Là. Tu rentres, tu travailles comme un fou pendant 2 semaines, tu rentres chez vous. Est-ce que la machine de l'État est capable de mettre en place un tel mécanisme pour, justement, offrir de la main-d'œuvre à ces régions-là? Elle va être là, la question. Oui, j'ai hâte de voir comment ça va se résoudre. Maintenant, en terminant, quelques minutes au bloc. Paul, tu viens d'en parler à la joute, ce tout dernier sondage léger. Là, on a 2 tableaux à vous présenter, notamment qui ferait le premier ministre. Petit changement pour Marc Tanguay, une hausse de 2. Pour ce qui est de l'appui à la souveraineté, on note que rien ne bouge. Mario, t'en dis quoi?
Le sondage, pas énormément de mouvement. Je pense que Marc Tanguay, il est parti, il était très peu connu, hein. Et il a fait son chemin, fait son petit bonhomme de chemin. En fait, s'il continue à monter, il va rattraper les autres. La question pour lui, c'est qu'en devenant le chef par intérim, il s'est comme exclu de la course. Là. Est-ce que la tentation pour lui de changer les règles du jeu ou ce qui pourrait se laisser tenter, moi, je le vois pas à ce point-ci. Mais bon, on sent quand même qu'il a fait son chemin. Pour tous les autres, tout le monde est en baisse. Oui, c'est ça. Et l'autre intérêt de ce sondage-là aussi, avec les soubresauts, c'est dur pour le gouvernement depuis des mois. M. Saint-Pierre Plamondon aussi a été la cible de plusieurs critiques. La crise à Québec solidaire, est-ce que ça se traduit dans les intentions de vote? Sophie, j'ai une nouvelle pour vous. 19h ce soir au bilan, on rend public avec Jean-Marc les résultats, les tout derniers intentions de vote au Québec. Il y a du mouvement. Il y a un peu de mouvement. Oui. Ça. Vous notez que Paul a beaucoup de choses par rapport aux 17h. On est tellement jaloux. On vous écoute. Tantôt, entre-temps, le nouveau campement pro-palestinien établi à l'UQAM fait beaucoup réagir. Pas nécessairement peut-être pour les bonnes raisons. On en parle ensemble au retour. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. André-Sylvain, tu nous parles des œufs? Ben oui, absolument, mais d'abord et avant tout, je veux te souhaiter un bon retour officiellement, merci, toi et moi. Oui. Alors, oui, des faucons. Des faucons pèlerins, on le sait, c'est une espèce qui a été en danger, ça, il n'y a pas si longtemps quand même au Québec, qui a été mis sous protection du ministère de la Faune et tout ça. Il y en avait quand ils ont fait le Décarie, le boulevard Décarie, c'est pas là? Il y avait, il y avait quelques nids surveillés par l'Université de Montréal, j'ai un souvenir de ça. Ben, fallait pas y toucher, généralement. Non, c'est précieux, là. Ben là, figure-toi donc on dirait que ça a changé, parce que en effectuant les travaux sur le pont La Violette, ils ont découvert un nid avec des œufs à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, les gens du ministère se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces œufs-là? Alors, je te dirais que les faucons pèlerins ont l'air moins regardants peut-être que toi et moi. Le ministère s'est emparé des œufs, les ont transférés à Montréal. Évidemment, les parents, eux, ils n'ont pas suivi. Et ils ont trouvé un nouveau nid qui, lui, est sur le pont Mercier. Et ils les ont installés dans le nid de d'autres faucons pèlerins. Et les faucons pèlerins, selon les dernières observations, sont en train de couver les 4 œufs qui ont été placés dans leur nid comme ça. De plus. Bonnement. Ben là, l'histoire dit pas vraiment s'il y en avait déjà avant, mais il y en a au moins 4 là en ce moment. Puis ils sont couvés. Ce que les biologistes ont fait, ça semble avoir fonctionné. Ben, dans cette partie-là, oui, parce qu'au départ, au pont La Violette, on voyait que les faucons pèlerins tourneviraient là pour aller s'installer. Et finalement, ils ont essayé, le ministère a essayé autant comme autant de les pousser vers un autre secteur. Et ils ont refusé. Les faucons pèlerins, évidemment. Ils ont refusé d'aller s'installer ailleurs. Ils se sont trouvés un endroit qui avait absolument aucune chance, en réalité, d'aller faire leur nid, mais eux voulaient rester là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu dans cette situation-là. C'est sûr que les parents qui nous écoutent, si on t'ajoutait 2-3 enfants, tu sais, une famille qui a 3 enfants en bas âge, si on t'en ajoute 2-3, tu vas t'en rendre compte. Mais ça, c'est l'autre question qu'il va falloir poser à un moment donné. Parce que là, ce qui amène à manger aux petits, là, je suppose que la mère, elle doit aller chasser puis amener de la nourriture aux petits. Entre toi et moi, si elle les couvre, c'est pas pour les donner à manger aux 2 autres à côté. Tu sais, donc forcément, il va falloir qu'elle s'en occupe. Donc, je présume que le ministère a pensé à ça. Je présume. J'en ai aucun doute. Merci, André-Sylvain. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Depuis l'installation du tout premier sur les terrains de McGill, on en retrouve un à Sherbrooke, un autre à l'UQAM, et les manifestants ne se gênent pas. On se prépare clairement un long siège. Il y a enquête, notamment, vous voyez le tableau, pour vol de matériaux de construction. Ils se servent allègrement de l'électricité aussi des bâtiments de l'université. Se sont fait aussi, on a vu le visuel un peu plus tôt, le livret des toilettes chimiques. Et le travail terrain du collègue Yves nous montre à qui on a affaire. Encore une fois, beaucoup de monde masqué, mais écoutez bien. C'est à qui les clôtures? Les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces clôtures-là ont été volés à la terre. Tu comprends? T'es-tu sérieux, là? Ben,
tout ça, c'est comme, pourquoi ça appartient plus à une personne qu'à une autre? Non, arrête de me niaiser, là. C'est toi qui me niaises. Non, les clôtures appartiennent à... comme ça avec moi? Je suis pas arrogant. Les clôtures appartiennent à Rainville, ils ont été volées. Je rêvais de voir vos visages. Mais non, mais... Qui en disent long. Le festival Juste pour rire est commencé, faut quoi? Parlez-nous. Ben, c'est la bête. Je veux dire, je peux pas les prendre au sérieux, là. Ça, c'est trop pour moi, là. Manifestez pour les enfants de Gaza, faites des manifs dans les rues, des banderoles, ce que vous voulez pour la crise humanitaire, la guerre, n'importe quoi. Mais là, on est rendu à voler des clôtures pour faire un siège à l'UQAM, pour voler de l'électricité, puis se faire un genre de mini-État de non-droit, où non seulement ça, on n'est même pas capable d'articuler ses revendications. Ils nous demandent de les prendre au sérieux. Puis pire que ça, ils font assez peur aux autorités policières et aux autorités en général que tout le monde a peur d'eux puis qu'on les laisse là parce qu'il ne faudrait surtout pas les toucher. S'il vous plaît, là. Ouais. Comment tu disais ça plutôt, Paul? Est-ce qu'on manque de castagnettes? C'était ton expression. Elles appartiennent à la terre. Je pense que c'est une des bonnes de l'année. C'est en direct à l'émission de Mario à LCN ce matin. C'est du grand Yves Poirier, il faut dire, mais bon, les clôtures appartiennent à la terre. Alors qu'ils les rendent, justement, ça leur appartient pas qu'ils les rendent à la terre. La situation est délicate, surtout à l'UQAM. Le non-sens, c'est qu'à l'UQAM, il n'y a pas d'investissement en Israël, il n'y en a pas non plus d'une compagnie d'armement et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font là, sinon qu'un mouvement? Je soupçonne qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants de l'UQAM qui sont sur place. Et c'est clair que les autorités policières sont sur les dents. On va attendre de voir ce que les tribunaux vont décider, là, parce qu'il n'y a toujours pas de décision sur la demande d'injonction à McGill. Mais dans la longue liste des bouffonneries de cette affaire-là, faut quand même dire, tu sais, il était quoi, 12, 15, 20... Tu sais, dans beaucoup de familles, des gens qui nous regardent, ceux qui ont des grosses familles, ils sont plus nombreux que ça à Noël, là. Fait que s'ils se mettent chaudette un peu, là, puis ils se mettent à dire, nous autres, on exige que le gouvernement change telle loi ou ferme ses bureaux, je veux dire, est-ce que tous les groupuscules, tu sais, on va voler les clôtures du voisin, puis on va faire une demande au gouvernement? Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que tous les petits... Ah oui, c'est ça. Tous les petits groupuscules, à un moment donné, disent, on donne des ordres. C'est des choses, ce qu'ils demandent, c'est des choses que l'UQAM contrôle même pas. Le pauvre recteur de l'UQAM, il dit, ouais, mais il me demande que le ministère des Affaires internationales change ses bureaux. Le recteur de l'UQAM, je peux pas leur donner ça. C'est pas moi qui contrôle ça. Ouais. On pense à d'autres mouvements d'occupation, là, parce qu'il s'agit d'occupation, d'autres revendications là, qui sont inscrites dans le temps. Il y a longtemps, là, Occupy Wall Street, vous vous rappelez. Comment ça peut évoluer? Comment ça peut se conclure, tout ça, là? Bien, le problème, l'inquiétude, c'est que dans le cas de l'UQAM, on soit face à des gens qui sont beaucoup plus radicalisés que ceux de McGill. Là. On s'entend, là, ceux de McGill, ils sont peut-être adossés à un immeuble, mais ils sont quand même barricadés, mais c'est pas le même climat qui règne, si on veut. La crainte, c'est que ce soit eux barricadés de manière à avoir accès à l'immeuble. Et non seulement ça, est-ce qu'il y a des armes, est-ce qu'il n'y a pas d'armes, est-ce qu'il y a on sait qu'il y a des chiens, là. Mais je pense que c'est ça qui est très inquiétant, là, ceci étant dit. Comme le soulignait la collègue Yasmine, on a hâte à l'installation d'un campement pour la Sainte Paix en général. En terminant, si vous allez aux îles de la Madeleine, Mario est encore dans cet esprit de vacances, j'imagine. Cet été, vous n'aurez pas à débourser le 30 $ en redevance touristique. Là, ça va être finalement facultatif. On comprend qu'il y a eu des contraintes opérationnelles. Ils n'ont pas eu les autorisations de Transport Canada, notamment. Mais on n'a pas renoncé au principe. Non, mais c'est quand même un salto arrière assez élégant, mais assez spectaculaire du maire des îles. Et il faut dire, bon, évidemment, tout le monde n'était pas d'accord, mais en principe, 30 $, bon, ça va pour préserver les îles, mais en même temps, même aux îles de la Madeleine, la population n'était pas du tout unanime sur cette question-là, pour toutes sortes de raisons. Je pense que c'était a priori une fausse bonne idée qui mérite d'être repensée peut-être et raffinée avec le temps. Ça accrochait beaucoup, Paul, les enfants des îles, les gens qui travaillent à Québec, à Montréal, et qui, à chaque été, tu sais, papa et maman sont là, les frères, les sœurs, donc eux travaillent à l'extérieur des îles, mais retournent à chaque été, ils disaient, ben là, on va payer une taxe pour rentrer chez nous. Mais qu'il y avait des accrochages comme ça, ou des choses, je pense, qui étaient plus délicates. Alors moi, je suis pas vraiment surpris à ce moment-ci, là, qu'on décide de mettre la pédale douce, de se donner un an. Il reste à voir combien va payer la taxe volontaire. Oui, effectivement, et ça va donner peut-être des idées à d'autres. Mais comme on disait, merci Sophie, à vous trois. Il faut bien que ça vienne des îles de la Madeleine pour faire tant de vagues pour 30 $. Cher Paul. À demain. Allez, Sophie. Au revoir. Au revoir. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont.
en débattant des enjeux de société. Alors, la ministre du Patrimoine du Canada a annoncé hier la mise en place d'un comité sur l'avenir de la Société Radio-Canada, un comité de 7 personnes, 7 experts qui doivent arriver avec des recommandations, dit-on, avant les élections sur le rôle, la mission de la Société d'État. Guy Fournier, cinéaste, auteur, chroniqueur au journal et un ancien du Conseil de Radio-Canada est avec nous. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vos attentes sont élevées par rapport à ce groupe de travail-ci? Ben, je pense que les attentes sont toujours élevées quand on parle de Radio-Canada, mais moi, ce qui m'étonne assez c'est présumés experts, mais en fait, effectivement, ce sont des experts, mais je suis assez étonné quand même de réaliser que sur 7 personnes, il n'y a que 2 francophones. Alors, c'est assez étonnant parce que finalement, si on veut être un petit peu malicieux, il me semble que la CBC, le réseau anglais, aurait beaucoup à apprendre du réseau français quand on regarde les codes d'écoute. Alors, ça, c'est mon premier étonnement. Mon deuxième étonnement, quand j'examine les personnes les 7 experts là, qui font partie de ce comité consultatif sur l'avenir de Radio-Canada, il y a quand même 3 ou même 4 personnes dont l'expertise est davantage dans le numérique. Alors, est-ce que c'est un signe, comme avait annoncé d'ailleurs Catherine Tate, mais peut-être un peu de façon intempestive il y a quelque temps, qu'un jour ou l'autre, ou prochainement, Radio-Canada ne serait que numérique, donc plus d'ondes hertziennes, etc. Est-ce que le fait que au moins 3 des experts, leur expertise soit dans le numérique, est-ce que c'est un présage de ce que Catherine Tate avait annoncé et ce que la ministre avait dénoncé à l'époque? Parce qu'on trouvait que c'était beaucoup trop hâtif d'annoncer une chose pareille. Alors, une autre chose aussi qui m'inquiète un petit peu, c'est que est-ce que c'est possible d'arriver avant la prochaine élection à un rapport? Oui, c'est sûrement possible. Mais un rapport, s'il n'est pas appliqué, ça donne pas grand-chose. Ouais. Alors, est-ce que la ministre aura le temps de l'appliquer? Ça, c'est peu probable. Ouais. Ben, c'est sûr que si on l'applique, il faudrait pas qu'il y ait de changement législatif, parce que je vois pas comment on pourrait faire un changement législatif d'ici à la prochaine élection. Et l'aspect probablement le plus important, c'est le financement de Radio-Canada, parce que si on regarde ce que le chef conservateur nous a dit et continue de nous dire qu'il va abolir la CBC, ce qui n'est pas une chose simple, mais supposons qu'on décide, parce que dans le moment, le financement, il est complètement, dans un sens, le financement de Radio-Canada est complètement à la merci du Parlement. Si on veut le rendre plus difficile à changer, ben il faudrait qu'on l'assoie sur autre chose qu'une décision annuelle du budget. Ça pourrait être, par exemple, une fraction de la TPS qui serait consacrée au financement de Radio-Canada, ce qui serait une chose possible. Et là, à ce moment-là, on se trouverait à soustraire Radio-Canada et son financement de la volonté politique, ce qui serait, à mon point de vue, une excellente chose. Ouais. Guy, quand on dit le mandat de Radio-Canada, est-ce qu'on comprend que tout est sur la table? Exemple, est-ce que les experts pourraient dire que Radio-Canada devrait se concentrer sur plus d'informations, de documentaires, abandonner, je sais pas moi, des secteurs, des émissions de divertissement, d'humour? Est-ce que c'est tout ça est sur la table? Est-ce qu'ils ont mis aussi sur la table cette question de la publicité? Parce que la question de la publicité à la télévision s'est quand même posée beaucoup ces dernières années avec la crise dans les médias privés. Écoutez, ça c'est un autre point assez nébuleux, parce que dans le moment, Catherine Tate, la PDG, dit non, le mandat de Radio-Canada, de CBC Radio-Canada est correct, on n'a pas besoin de faire de changement.
Et en effet, c'est un mandat fort utile pour Radio-Canada parce qu'il est, dans un sens, tellement vague. On parle de globalité canadienne, d'une qualité équivalente entre les deux réseaux. En fait, le mandat permet à peu près tout. Et dans le moment, quand la ministre dit on va examiner, ou les experts vont examiner le mandat, j'ai pas l'impression que ça comprend la question de la publicité. J'espère que ça comprend, entre autres, des choses très précises, comme est-ce qu'on continue de concurrencer le privé dans tous les genres d'émissions. Ça devrait être étudié. Mais j'ai peur que ça le soit pas. Parce que, encore une fois, quand la ministre a annoncé ce comité d'experts, c'est un peu trop général, à mon point de vue, de dire, le comité va s'occuper de la gouvernance, il va s'occuper de regarder le financement, regarder le mandat. Mais il me semble pas, à moins que ça soit des choses qui n'aient pas été révélées, sauf aux membres de ce comité-là, j'ai l'impression que le comité, son mandat est relativement lâche et qu'il n'est pas très précis. On va surveiller ça. 7 personnes. Ça fait quand même assez intellectuel comme comité. On va voir ça avec quoi ils vont nous arriver. Guy Fournier, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On parle sport. Jean-François, bonjour. Salut Mario. On va commencer par le hockey féminin. Les filles de Montréal ont plus de marge de manœuvre. Non, et se retrouvent du côté de Boston. En plus de ça, après avoir perdu les 2 premiers matchs à la maison. Je sais que tu étais à l'extérieur, donc tu as manqué ça, mais même s'ils tirent de l'arrière 2-0, elles ont dominé ces rencontres-là. C'est la gardienne de but du côté de Boston qui arrête tout. Je pense que 103 lancés, elle en a arrêté 101. Fait que c'est toute une performance de sa part, là. Et si ça n'avait pas été d'elle, le Montréal mènerait 2-0 dans cette série-là. Là, présentement, c'est l'inverse. Mais je crois encore à une remontée de l'équipe montréalaise. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher 3 rencontres et amener ça, en tout cas 2 rencontres et revenir à Montréal là, pour terminer la série. On va surveiller ça. Donc, c'est ce soir? Oui, c'est ce soir, 19h ou 19h30 là, du côté de Boston. Et oui, puisqu'on parle de Boston, les Bruins vont être en action ce soir. Ça va moins bien pour eux, là. Ouais, écoute, les Bruins de Boston qui avaient gagné le premier match, on dirait qu'il reste plus de gaz dans le réservoir. Là. On dirait qu'on est à bout de ressources. Faut dire que les Panthers, moi, je les avais sous-estimés. Les Panthers, là, 4 trios, tout le monde peut faire du ravage, sont capables de jouer la game rude, sont capables de jouer la game aussi avec des agilités et tout ça, capables de marquer des buts. Ils ont une bonne brigade défensive. Et là, ils servent un peu aux Bruins leur propre médecine. Là. Ils jouent chien. Là. Et je serais pas surpris dans le match de ce soir, si jamais les Panthers l'emportent, qu'il y ait pas mal de brasses camarades à la fin de cette rencontre-là. Je sais pas si tu as vu le coup de Bennett à Brad Marchand. Brad Marchand qui va être encore absent ce soir. Là. Donc, coup de poing en plein visage en 3e période du match numéro 3. Il a manqué le match numéro 4. Devrait, en tout cas, à moins que ce soit une stratégie de série, là, on a tout vu en série, mais devrait manquer le match de ce soir aussi. Et j'ai bien l'impression que les Panthers vont réussir à terminer le cas des Bruins. Tu sais, les Bruins, ils ont joué 7 matchs contre les Maple Leafs, hein? Puis on dirait que ça commence à leur rentrer dedans. Et il manque un joueur de centre. Là. Pasternak joue du meilleur hockey, mais tu sais, quand tu remets ça à Charlie Coyle, c'est pas comme quand il donnait ça à Patrice Bergeron, là. Fait que c'est un peu plus dur de marquer des buts du côté de Boston. Fait que j'ai l'impression que les Panthers vont terminer ça ce soir. Et dans l'Ouest, la série de l'Ouest canadien, c'est Vancouver là, qui a pris les devants. Vancouver a pris les devants. Écoute, les Oilers ont complètement dominé le dernier match. Et là, c'est le 3e gardien de l'équipe, Svilov, je le rappelle, là, qui était avec les Lions de Trois-Rivières il y a 1 an, qui arrête tout. Et là, il est en train de jouer dans la tête des joueurs des Oilers, jouer dans la tête aussi des gardiens des Oilers. Parce que veux pas, quand t'es gardien, il y a une petite compétition là, contre le gardien de l'autre équipe. Tu sais, tu veux pas te laisser battre. Et là, présentement, c'est ça qui arrive. Dernier match, 40 quelques lancés
pour les Oilers, 18 pour les Canucks, et c'est les Canucks qui se sont sauvés avec la victoire. Et là, les Oilers, c'est comme une histoire de déjà-vu. Donc, ce soir, on enlève Stuart Skinner et on fait confiance à Calvin Pickard, qui est leur deuxième gardien de but. Ah ouais, je pense que j'ai jamais entendu son nom. Excuse-moi. Non. Non, mais il a été là toute l'année. Mais il a été là toute l'année, mais c'est pas un gardien élite dans la ligue, mais c'est surtout les Moses d'Oilers, tu sais, ils ont une super équipe, mais ils réussissent jamais à aller chercher un gardien de but digne de ce nom. Et puis ce qui finit toujours par arriver, c'est qu'on s'arrache les cheveux de sa tête parce que le gardien fait pas les arrêts. Puis là, dans ce temps-là, tu vois le banc, tu sais, qui descend, tu sais, quand t'attaques, eux autres remontent, un but un peu faible. Donc là, on fait confiance à ce gars-là ce soir. J'espère que ça va tenir la run. Mais en même temps, c'est comme ça dans plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey, là. Les Islanders ont eu deux gardiens de but. Les Maple Leafs, 2 gardiens de but. Vegas, 2 gardiens de but. La Caroline a utilisé 2 gardiens de but. Donc, il y a eu pas mal. Les Canucks sont rendus à 3. Donc, c'est différent il y a eu quelques années où on savait qui était le numéro 1. Puis qu'après ça, tu sais, il y a plein de choses qui pouvaient arriver. Mais généralement, tu restais avec ton numéro 1. Là, les équipes se promènent d'un gardien à l'autre. Tu viens de parler des Panthers qu'on pensait morts, hein? Mais qui survivent. Les Panthers de la Floride? Pas les Panthers, dans les Hurricanes, excuse-moi. Hey, les Hurricanes, non seulement ça, mais là, on dirait qu'ils ont le vent dans les voiles. Puis là, ils s'en vont en Caroline. Est-ce que les Rangers ont manqué, tu sais, le 4e match? Tu sais, il y a un point où tu dis, il faut que tu finisses la série. C'est toujours dur de la finir. Oui, ça, c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'on oublie que le match 2, match 3, ça s'est allé en prolongation. Fait que ça veut dire que ces rencontres-là auraient pu tomber d'un côté comme de l'autre, là. Et ça aurait pu être après 3 matchs, 2-1 pour la Caroline, tu sais. Mais c'était 3-0 pour les Rangers, puis on s'est dit les Rangers vont se sauver avec cette série-là. Mais là, les Hurricanes qui reviennent tranquillement, puis ils sont plus complets que les Rangers. Les Rangers, c'est 2 bons trios, 3e, 4e trio, un peu moins fort. Mais les Hurricanes, il y a quelque chose qui se passe. On va dire de quoi? S'ils retournent au MSG pour le 7e match, c'est vraiment les Rangers qui vont avoir la pression sur les épaules. Là, parce que quand tu mènes 3-0, t'as comme pas bien le choix d'aller chercher la victoire. Là. Tu peux pas t'incliner comme ça, surtout quand tu as fini premier au classement général. Et qu'est-ce qui s'est passé au camp des Alouettes? Ben, te souviens-tu de Sean Lemon? On a parlé de Sean Lemon il y a quelques semaines. Une vingtaine de jours a été suspendu par la Ligue parce qu'il avait parié sur des matchs de football. Donc, suspendu. Il avait dit, bon, je vais prendre ma retraite tant qu'à ça. Il était avec l'équipe quand ils ont remporté la Coupe Grey. Surprise, aujourd'hui, il se pointe au camp des Alouettes. Il est là. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il a décidé de porter sa cause en appel. Fait que donc, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, tant qu'il y a une cause, il n'est pas suspendu par la Ligue. La Ligue, qui n'était pas tellement de bonne humeur, ils ont émis un communiqué pour dire que, il était très tranchant là-dessus, ne permettent pas, évidemment, à leurs joueurs de faire du pari sportif, sont pas contents qu'ils se soient pointés là, vont pas faire d'autres commentaires, mais ont l'intention d'aller jusqu'au bout dans ce dossier-là. J'espère que ça sera pas une distraction pour les Alouettes, mais c'est un fichu de bon joueur de football. Alors, si jamais les Alouettes peuvent compter sur lui, je pense qu'il va être bien heureux de l'avoir. Jean-François, merci beaucoup. Bye-bye, à Bonne demain. soirée. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 16h. Cube.